Voilà, donc pour ce dernier cycle de formation sur la démocratie, nous allons un peu réfléchir à la question de la construction de l'histoire européenne. Donc nous avons voté pour l'Europe il n'y a pas tellement longtemps. Et maintenant que cette étape démocratique ou pseudo-démocratique est terminée, mais ça me semblait intéressant de pouvoir réfléchir sur un peu l'histoire de la construction européenne. Est-ce que ça a été une construction en elle-même démocratique? Quel a été à la fois le rôle des pays européens et aussi le rôle des États-Unis à la sortie de la guerre dans la construction européenne. Voilà, et donc pour nous éclairer sur la question, on a invité Bruno Poncelet, qui est formateur au CEPAC, qui a écrit un livre qui s'appelle Europe, biographie non autorisée. Un petit livre. Un petit livre. Et donc il va venir nous parler de son petit livre. Et on a donc prévu la séance en deux parties. Une première partie qui se consacrera avec un focus plus particulier sur le rôle des États-Unis dans la construction européenne. Ce sera un exposé d'à peu près 20-25 minutes. Il y aura après une partie de questions-réponses sur ce volet-là. Et dans une deuxième partie, Bruno nous fera une présentation plus transversale de l'ensemble du livre qu'il a consacré à l'Europe. Voilà, donc je te passe la parole. Je te remercie. Bonjour à tous, bonjour à Franco tout particulier. Donc voilà. Donc quand j'avais discuté avec Franco de cette soirée-ci, il m'avait dit que Attac avait fait voulait clôturer un cycle de conférences sur la démocratie. Et donc on a convenu de travailler dans un premier temps justement sur l'influence américaine dans la création européenne. Alors je vais peut-être d'abord faire une petite parenthèse parce que sur le mot théorie du complot, qui est un mot qu'on entend souvent et qu'on pourrait peut-être assimiler ici à ce que je vais vous raconter. Pour dire que moi, théorie du complot, c'est un mot que je déteste parce que c'est un mot qui est souvent utilisé aujourd'hui comme par exemple petit bourgeois en ex-URSS ou comme terroriste pour évacuer un débat. C'est-à-dire que quand on traite quelqu'un de complotiste, on n'a besoin d'aucun argument supplémentaire pour le discréditer et donc sans aucun échange d'arguments, on peut dire que cette personne-là n'est pas crédible. Et donc moi je voudrais commencer en préambule à insister sur le fait que les théories du complot, moi c'est un vocabulaire que j'aime pas trop. Par contre j'ai une formation d'anthropologue et une chose que je sais à travers l'histoire des sociétés humaines, et là je parle vraiment de toutes les sociétés humaines, c'est que s'il y a bien un lien commun entre toutes les sociétés humaines depuis que l'être humain existe, c'est le fait que les humains, ils vivent en collectivité, ils vivent en groupe, et ils se sont toujours constitués, quelle que soit la société dans laquelle ils ont vécu, à travers des réseaux identitaires. Ah là, ça pouvait être par les règles de parenté, ça pouvait être par les règles de mariage, ça pouvait être par les règles de qui est-ce qu'on aime ou qui est-ce qu'on déteste, qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Les règles en question ont été incroyablement variables tout au long de l'histoire humaine, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les sociétés humaines ont toujours eu des réseaux sociaux, d'affinités, de tensions, parfois de conflits, qui les ont structurés et qui ont fait que l'humain évoluer comme il a évolué. Alors cette théorie des réseaux sociaux, elle est importante quand on revient à la création de l'Europe, parce que si je dois suivre la biographie officielle de l'Europe, mais mon bouquin s'appelle Biographie non autorisée, donc je suis assez peu la biographie officielle, mais la biographie officielle, elle dit quoi? Elle dit que l'Europe, elle est née en 1952, le 23 juillet plus particulièrement, quand 6 États ont créé ensemble la CECA. Donc en la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la Hollande, les Pays-Bas, ont créé ensemble la communauté économique du charbon et de l'acier. Ça, c'est l'acte de naissance officiel de l'Europe. Et si on écoute un peu les fondateurs de l'Europe, par exemple le français Robert Schuman, l'idée c'était de se dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, après les rivalités, notamment avec l'Allemagne nazie, la création de l'Europe, c'était une manière justement d'essayer de construire la paix au niveau européen. Alors je dis pas que cette histoire-là elle est complètement fausse, mais en même temps, dans une famille normale, quand un bébé naît, on sait toujours qui est la maman, il y a toujours un petit doute sur le papa. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose ici avec l'Europe. Il y a 6 mamans officielles, ça c'est certain, qu'elles sont les 6 États fondateurs, ils étaient bien là. Mais moi je prétends qu'il y a eu un papa clandestin. Et je ne suis pas seul à le prétendre parce que pas mal de travaux d'histoire aujourd'hui démontrent effectivement que les États-Unis ont créé pas mal d'influence au moment de la création européenne. Alors avant de venir sur les
les manières dont les États-Unis ont influencé la création européenne, peut-être resituer le contexte. Au début des années 50, on est en pleine guerre froide. Donc on est au moment où le bloc soviétique, le bloc communiste, va commencer à rentrer dans une guerre froide avec le bloc de l'Ouest ou le bloc capitaliste, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, évidemment, côté États-Unis, on a plus que réfléchi à cette situation-là pendant la guerre, à savoir qu'est-ce qu'on va faire des pays européens une fois que la guerre sera terminée. Alors vous savez, il y a eu la conférence de Yalta qui a un peu divisé la zone d'influence russe et la zone d'influence américaine. Mais il fait donc une large partie de l'Europe occidentale, nous, la Grèce, enfin voilà, fait partie de la zone américaine. Et les États-Unis, ben, ils réfléchissent quand même assez vite à ce qu'ils vont vouloir faire de l'Europe. Alors c'est vrai que de nouveau, si on s'intéresse à l'histoire officielle, et si je m'intéresse au discours d'Harry Truman, donc le président des États-Unis, devant le Congrès le 12 mars 1947, lui il disait ceci, à l'époque, pardon, du début de la guerre froide, il disait « Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie. Et trop souvent, ce choix n'est pas un libre choix. L'un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la liberté de parole et de culte, et à l'absence de toute oppression politique. » Donc là, il parlait évidemment des États-Unis et de l'ère démocratique en Europe de l'Ouest. Puis quand il décrivait l'URSS, il disait que son mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlée, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide aux peuples libres qui résiste actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Donc Harry Truman, quand il fait ce discours en 1947, il dit quoi? Ben, moi, président des États-Unis, je pense qu'il est important de défendre la démocratie, la liberté et les libertés fondamentales des êtres humains. Pour cette raison-là, on va s'opposer à l'URSS et on va essayer de défendre partout où on peut la démocratie. Ça, c'est le discours officiel. Maintenant, quand on rentre un peu dans les détails de l'histoire, il faut savoir que 1947, c'est aussi l'année où on a créé la CIA. Et c'est aussi l'année où on a créé aux États-Unis le National Security Council. Alors le NSC, le National Security Council, il était particulièrement affecté dans les opérations étrangères clandestines. 1949, je saute 2 ans, c'est aussi l'année où on a créé l'OTAN. Et là, on a déjà un petit problème avec les discours d'Harry Truman, parce que l'OTAN, pour rappel, le Portugal du dictateur Salazar était membre de l'OTAN dès sa fondation, tout comme la Turquie, qui n'était pas vraiment dire un modèle de démocratie. Donc on se rend déjà compte, rien qu'à travers la création de l'OTAN, qu'il y a peut-être un discours qui favorise les libertés côté américain, mais qu'en même temps, quand il s'agit de trouver des alliés, bah, la guerre contre le Portugal de Salazar, on ne la mène pas parce qu'on l'accueille dans l'OTAN. L'Espagne de Franco, alors elle n'est pas dans l'OTAN, mais en même temps elle est bienvenue sur le territoire européen. On ne peut pas dire qu'on termine la guerre contre le fascisme et le racisme à ce moment-là. Et donc on a des alliés qui ne correspondent pas vraiment au discours d'Harry Truman. Et alors il faut savoir que le National Security Council, qui a été créé en 1947, eh bien un an plus tard, il autorise la CIA à mener toutes sortes de missions clandestines dans tous les pays du monde entier. Et quand je dis dans tous les pays du monde entier, l'Europe de l'Ouest, n'est pas du tout épargnée. Alors là, je vais dire un peu sur quelles ont été les influences concrètes des États-Unis. Et la première influence concrète, ça a été de créer une armée clandestine. Alors, donc quand on a créé l'OTAN en 1949, on a aussi créé des armées clandestines sur tout le territoire européen. Alors ça veut dire quoi des armées clandestines et pourquoi les a-t-on créées? Dit brièvement, l'idée c'était la suivante. Quand on s'est fait envahir par les nazis, on n'était pas du tout préparé à se faire envahir. Autrement dit, les personnalités importantes, les documents essentiels et stratégiques, on n'a pas toujours réussi à les évacuer du pays. Et par ailleurs, il n'y avait personne qui était resté dans le pays pour mener des opérations de sabotage, de résistance à l'occupant, etc., etc. Et donc l'idée, qui n'était pas spécialement bête, consiste à se dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, apprenons de nos erreurs et mettons en place des réseaux armés clandestins, personne ne sera au courant que ça existe, de manière justement en cas d'envahissement du territoire à être prêt. À être prêt d'une part à résister à un envahisseur quelconque à coups d'explosifs, d'attentats et de sabotage, mais aussi à exfiltrer des personnes et à faire du renseignement, etc. etc. Alors le problème, c'est que très vite, l'ennemi qui pourrait nous envahir est identifié, c'est l'URSS. Autrement dit, c'est le bolchevique, c'est le rouge, c'est le communiste. Et donc très vite, il va aussi y avoir la volonté de ne pas prévenir les parlements nationaux, parce que tous les parlements nationaux à l'époque ont des élus communistes. Et donc il n'est pas question de prévenir les parlementaires de l'existence de cette armée secrète, parce que si on prévient les parlementaires, les élus de la nation, ben,
le bloc de l'Est sera aussi au courant et ça ne servira plus à rien. Mais c'est quand même une première entorse grave au principe démocratique parce qu'on met en place des gens armés sur notre territoire sans rien en dire au Parlement. Et en l'occurrence, seuls quelques ministres, généralement le ministre de la Défense, parfois le ministre de la Justice, souvent le Premier ministre, sont tenus au courant de l'existence de cette armée secrète. Donc on est quand même dans un truc de déni de démocratie totale. Deuxièmement, et ce qui pose vraiment problème, c'est que le profil idéal à l'époque dans les recrutements, c'est d'être anticommuniste. Or, je vous le donne en mille, qui est plus anticommuniste qu'anticommuniste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Les éléments d'extrême droite, les fachos et les nazis. Et c'est la raison pour laquelle on va recruter massivement, alors qu'on a souvent gardé en tête l'idée que la guerre contre l'Allemagne nazie était une guerre contre la barbarie d'extrême droite et contre le nazisme, c'est en partie vrai, mais on n'a pas du tout terminé cette guerre. Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va au contraire recruter massivement des éléments d'extrême droite dans les armées de l'ombre, donc dans les armées clandestines, et on va pas recruter toujours des petits éléments d'extrême droite. Pour donner un exemple concret, il y a un monsieur qui s'appelait Reinhard Gehlen, qui était général d'Asie, qui aurait dû terminer devant un tribunal pour crime de guerre parce qu'il était responsable de milliers de morts durant la Seconde Guerre mondiale, et pas toujours des morts inopinées, ou voilà, c'était un responsable qui avait programmé la mort de milliers de personnes. Eh bien, c'est lui qui a été nommé à la tête du premier service de renseignement en Allemagne de l'Ouest après la guerre. Et il y est resté jusqu'en 1968, pardon, époque à laquelle le gouvernement en place s'est rendu compte qu'un nazi dirigeait le service de renseignement allemand, et ils se sont dit là c'est quand même plus tolérable, on ne peut pas accepter ça. De même, les États-Unis ont sauvé beaucoup de nazis et de criminels de guerre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le cas le plus connu c'est Klaus Barbie, lui il a surtout été actif en Amérique du Sud, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Alors ça c'est quand même doublement problématique. D'une part on recrute des éléments d'extrême droite, y compris des criminels de guerre, et d'autre part on les arme notamment d'explosifs, et on n'en dit rien au Parlement élu. Évidemment, ça a créé des problèmes. Alors ça a créé des problèmes qui ont pu parfois être, j'ai envie de dire, relativement mineurs, du genre de la surveillance ou de la répression de gens qui étaient de gauche. Et donc il y a eu énormément d'exercices d'intimidation d'élus politiques ou de candidats politiques à des élections, notamment en Italie. Il y a eu énormément de candidats socialistes ou communistes qui se sont fait harceler par ces armées de l'ombre de façon soutenue. Mais dans les cas les plus extrêmes, on a eu droit au pire du pire, à savoir des attentats criminels. Et donc, pour donner des exemples concrets, le coup d'État en Grèce de 1968, qui rétablit la dictature, c'est un coup d'État qui est organisé par tous des membres de l'armée secrète du réseau de l'OTAN. De même, les différentes armées qui se sont succédées au pouvoir en Turquie étaient également des éléments liés à l'armée clandestine de l'OTAN. En Allemagne, en 1980, il y a eu, lors de la fête de la bière à Munich, une explosion dans la foule. Elle a fait 13 tués et 213 blessés. Eh bien, cette explosion, on a su, à travers les explosifs utilisés, que c'était un élément de l'armée de l'ombre qui avait fait l'attentat. Mais malheureusement, l'armée de l'ombre n'ayant aucune existence officielle, il y a un secret d'État qui s'est très vite étendu sur l'affaire. Et donc, il y a un monsieur dont les deux enfants sont morts de cet attentat, qui essaye pendant des années de retrouver la vérité, mais comme c'est quelque chose qui est un secret d'État, on ne peut pas aller investiguer du côté de l'armée de l'ombre, et donc officiellement, le terroriste d'extrême droite aurait agi seul et sans aucune aide extérieure. Alors qu'on sait très bien que les explosifs qu'il a utilisés venaient des caches d'armes de l'armée de l'ombre. Et donc le monsieur, en l'occurrence, à l'époque, quand il est interviewé 16 ans plus tard par un quotidien allemand, il finit par avouer désabusé, et il parle de la mort de ses deux enfants. J'ai compris qu'insister ne m'apporterait que des ennuis. Autrement dit, insister pour trouver les criminels de mes deux gosses, ça ne m'apporterait que des ennuis, parce que officiellement l'armée de l'ombre n'existe pas. Alors à Peteano, en Italie, vous savez, il y a eu les années de plomb là-bas, il y a également eu un attentat à voiture piégée, explosif, le 31 mai 1972. Cet attentat a fait un mort chez les policiers et un blessé grave. C'est parce qu'un juge italien va se mettre à enquêter sur cet attentat-là dès 1972, et il va enquêter pendant près de 20 ans, qu'il va finir par avoir accès aux archives secrètes des militaires italiens, et qu'il va découvrir deux choses. D'une part, l'existence de l'armée secrète de l'OTAN, et d'autre part, son implication dans l'attentat de 1972, pour lequel on avait évidemment accusé des éléments d'extrême gauche. Et donc voilà, ça c'est la première grande entorse à la démocratie faite par les États-Unis et des hauts responsables politiques européens, c'est d'avoir créé sur le territoire européen
des réseaux armés censés résister à l'envahisseur communiste, mais qui en fait ont clairement mené des tentatives de déstabilisation politique et qui parfois ont été jusqu'à faire des attentats. Je voudrais vous dire que là-dessus, le Parlement européen, en 1990, quand l'affaire a été révélée au grand jour, parce que le grand juge italien a trouvé ça dans les archives des services secrets militaires italiens, il a évidemment révélé l'affaire au grand jour. Et donc quand ce monsieur a révélé l'affaire au grand jour, le premier ministre italien de l'époque, Giulio Andreotti, a été obligé également de le révéler aux médias du monde entier. Alors on a eu comme ça pendant 15 jours une annonce fracassante sur les armées de l'ombre de l'OTAN, mais qui est très vite passée dans l'oubli parce que c'était au même moment que la première guerre en Irak. Et donc une information évacuant l'autre, on a retenu la première guerre en Irak, on a peu retenu les déclarations d'Andreotti. Et pour vous dire quand même jusqu'à quel point ça avait ému à l'époque les parlementaires européens, il y a eu une déclaration à l'époque du Parlement européen qui disait ceci à propos-là. Et donc ça date de 90. Craignant le danger qu'un tel réseau clandestin puisse avoir interféré illégalement dans les affaires politiques des États membres, tandis que certains services secrets militaires des États membres ou de branches incontrôlées de ceux-ci ont été impliqués dans des cas sérieux de crimes et de terrorisme. Donc là, c'est quand même le Parlement européen qui le dit. Le Parlement européen condamne la création clandestine de réseaux opérationnels et manipulateurs et appelle à une investigation complète quant à la nature, la structure, les buts et tous les autres aspects de ces organisations clandestines ou tout autre groupe en étant issu, ainsi que leur interférence illégale dans les affaires politiques internes des pays concernés, le problème du terrorisme en Europe et leur possible collusion avec des services secrets d'États membres ou de pays tiers. Et quand on parlait de pays tiers, on parlait évidemment des États-Unis. Alors il faut savoir que les États-Unis, si on se penche aujourd'hui sur cette question-là, eh bien ils en sont toujours à la formule « nous n'infirmons ni ne confirmons cette hypothèse ». Autrement dit, si on leur demande si l'OTAN a créé des armées clandestines, alors qu'on a des documents qui le prouvent, eh bien ils en sont toujours, on est au courant de rien. Donc on ne va pas vous dire non, parce que si un jour vous prouvez noir sur blanc que c'était faux, on sera pris en mensonge. Donc la formule sacrée dans ces cas-là, pour pouvoir ne rien dire sans pouvoir un jour être accusé d'avoir menti, c'est « nous n'infirmons ni ne confirmons cette hypothèse ». Alors ça c'est le premier volet de l'intervention des armées de l'ombre sur le territoire européen. Mais il faut savoir que les États-Unis ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont notamment mené une guerre culturelle au niveau européen. Et là, l'idée était la suivante, c'était de se dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément de gens en Europe qui étaient très proches d'idées assez radicales au niveau des solidarités, de revendiquer de l'égalité salariale, des droits pour les travailleurs, enfin voilà. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient tentés par le communisme ou par des formes d'idéologie de gauche assez radicales. Et donc il y avait une crainte viscérale du côté de certains dirigeants américains, notamment à la CIA, de voir basculer l'Europe dans le communisme, non pas suite à un envahissement de l'URSS, mais finalement suite au vote électoral. Il faut quand même rappeler qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français est le premier parti en France, par exemple. Et qu'en Italie, le Parti communiste, il fait aussi de très bons scores. Et donc les États-Unis vont créer à partir de 1950 une propagande, une tentative de propagande culturelle, avec une idée en tête, c'est de rapprocher, de séduire les Européens pour justement leur dire que l'Amérique c'est un peu leur allié, leur meilleur ami. Alors comment ça s'est créé cette histoire-là? Ça s'est créé avec la CIA, donc c'est la CIA qui a développé cette politique. Et cette politique a commencé en 1950 avec la création du Congrès pour la liberté de la culture. Alors le Congrès pour la liberté de la culture, c'est une réunion qui s'est tenue aux États-Unis, où ont été invités des tas d'artistes, d'intellectuels, donc des écrivains, des musiciens, des gens qui faisaient des réflexions, etc. Ben, une quantité impressionnante d'intellectuels et d'artistes européens ont été invités pour la création du Congrès pour la liberté de la culture. Congrès pour la liberté de la culture qui disait quoi? Ben, qui disait qu'on allait essayer de promouvoir partout la liberté. En fait, ce que les gens ignoraient, c'est que c'est la CIA qui avait créé l'événement, et que l'idée c'était de créer un tas d'événements artistiques de manière à influencer les politiques européennes. Et surtout la culture européenne. Alors ça paraît un peu insensé comme ça, mais pour donner quelques petits exemples concrets, eh bien, quand la peinture réaliste de l'époque soviétique, de l'époque, dessinait des paysages ouvriers, des paysages industriels, des gens au travail, une des activités qui va promouvoir le Congrès pour la liberté de la culture, c'est des grandes expositions d'expressionnisme d'art abstrait. Donc autrement dit, des immenses sculptures qui ne représentent rien de concret, c'est de l'abstrait. L'idée c'était quoi? Ben, c'était à la fois de promouvoir des artistes américains, puisque tous les sculpteurs étaient américains, mais aussi de promouvoir l'art abstrait, qui était ce qui le séminait de plus justement de l'art réaliste, on va dire à tendance socialiste, donc décrivant des paysages d'ouvriers, des choses comme ça. Il y a eu une flopée d'interventions culturelles, impossible à détailler ici en long et en large, mais je vais juste vous dire que le Congrès pour la liberté de la culture, il avait des bureaux dans 35 pays, dont tous les pays européens,
Il avait plus de 20 magazines de prestige, il avait un service d'info, de presse, il organisait des expositions, des concours musicaux, des conférences, des publications de livres, et sur 17 années d'existence, il a brassé 10 millions de dollars. 10 millions de dollars de l'époque, ça vaut beaucoup plus aujourd'hui. Et pour vous donner encore deux aspects importants, exemple concret, quand Jean-Paul Sartre publiait en France la revue des temps modernes, eh bien le Congrès pour la liberté de la culture, il publiait une revue qui s'appelait Preuve. Alors évidemment, Jean-Paul Sartre, on savait qui c'était. On savait qu'il appréciait beaucoup l'URSS, en tout cas jusqu'au printemps de Prague. Et donc, les temps modernes, quand on l'achetait ou quand on en parlait, on savait très bien qui était derrière. Preuve, quand vous l'achetiez ou quand vous en parliez, vous ne saviez pas du tout qui était derrière. Et pourtant, c'était la CIA qui finançait. Et alors, détail aussi piquant, c'est que, et c'est là où la CIA était très maligne, c'est que quand ils ont créé comme ça des magazines de prestige ou des événements artistiques, le but n'était pas du tout d'attirer un public de droite. Le but était au contraire de cibler spécifiquement un public de gauche modéré. Et donc la plupart des revues créées par les États-Unis étaient des revues qui avaient un argumentaire de gauche modéré. Pourquoi? L'idée c'était justement de créer une sorte de cordon sanitaire entre la gauche modérée et la gauche dite radicale, de manière à isoler de plus en plus les communistes dans un petit coin de l'échiquier politique et à rassembler de plus en plus de monde autour de tendances plus consensuelles et surtout plus proches des États-Unis. Alors comme le temps avance et que je dois conclure, je vais encore insister sur deux petits points, mais moins longtemps. Le troisième angle d'intervention américain, ça a été le plan Marshall. Alors le plan Marshall, on en retient souvent une bonne chose, c'est l'aide américaine au relèvement des pays européens. Et cette aide a vraiment existé. En même temps, on oublie qu'il y avait quand même une petite idée derrière les États-Unis, c'était évidemment de pouvoir écouler leur stock de produits. Et là, on a des déclarations des ministres de l'époque qui le disent clairement. Mais on oublie surtout qu'il y avait aussi une contrainte juridique pour recevoir l'aide du plan Marshall. À savoir que pour recevoir l'aide du plan Marshall, vous étiez obligé d'adhérer à une organisation qui s'appelait l'Organisation économique, l'OSCE, l'ancêtre de l'OCDE. Donc vous deviez obligatoirement adhérer à l'OSCE, qui est l'ancêtre de l'OCDE, pour recevoir l'aide du plan Marshall. Et en adhérant à cette institution, vous aviez une contrainte juridique qui vous était imposée, c'est d'ouvrir progressivement vos frontières aux produits extérieurs. Autrement dit, tous les pays aidés par le plan Marshall américain avaient une obligation politique, un cap politique à suivre, c'était d'ouvrir les frontières davantage au commerce. Alors davantage au commerce entre eux, donc là on est vraiment dans les préambules du marché unique européen, dans une version encore très soft, mais aussi d'ouvrir leurs frontières par rapport aux États-Unis. Et alors il faut savoir aussi que quand un pays aidé recevait des sous ou des produits, par exemple si la Belgique recevait 10 millions de dollars d'aide de la part des États-Unis, eh bien le gouvernement belge devait mettre l'équivalent sur un compte en banque qui était co-géré par le pays et par les États-Unis. Eh bien les États-Unis avaient à l'époque obtenu le droit de gérer seule une partie de ce petit pactole-là. Donc c'était de l'argent mis sur la table par les États. Eh bien 5% de ces fonds-là, qu'on appelait les fonds de contrepartie, étaient directement réalloués aux opérations clandestines de la CIA sur le sol européen, notamment les politiques de propagande culturelle. Alors évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas faire ça à visage découvert. La CIA ne pouvait pas agir à visage découvert. Et donc la CIA, pour faire tout ce travail d'influence politique, a agi à travers des fondations. Soit des fondations qu'elle a créées elle-même, hein, donc des fondations qu'elle créait de toutes pièces, qui n'avaient aucun, elle mettait un homme de paille comme directeur, et donc il n'y avait aucun lien improuvable avec eux, soit des fondations qui existaient réellement. Et parmi les fondations qui existaient réellement et qui ont été utilisées par les États-Unis, il y avait notamment la fondation Ford et la fondation Rockefeller. Ça, c'est pas n'importe quoi, parce que Ford, c'est quand même l'un des principaux industriels automobiles aux États-Unis, et Rockefeller, une des principales familles bancaires aux États-Unis. Eh bien, les fondations Ford et Rockefeller ont accepté de jouer ce genre de rôle. Donc voilà. La dernière chose qu'a faite les États-Unis dans la création européenne, c'est de financer les mouvements politiques pro-européens. Alors ça a parfois été de financer au niveau national certains partis. Par exemple, la démocratie chrétienne italienne a été largement financée par les États-Unis. Donc si je prends le cas d'Italie, on avait la démocratie chrétienne italienne qui recevait des financements politiques de la part de la CIA. Et en même temps, les Arbellons qui essayaient de décrédibiliser complètement les candidats de gauche ou assimilés. Donc on a vraiment de l'ingérence politique directe. Mais tous les mouvements européens qui étaient, tous les mouvements en Europe qui étaient pour la construction d'une Union européenne à la fin des années 40 et au début des années 50, ont tous reçu des financements politiques, des financements sonnants et trébuchants de la part des États-Unis. Alors ces financements entre 1949 et 1959,
ils se sont élevés à peu près à 50 millions de dollars. Donc c'est quand même la somme qui a été à distribuer. Et alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, tout ne passait pas toujours de façon officielle par les décisions de la CIA. Et j'ai un petit extrait d'un monsieur qui s'appelait Tom Braden, qui était un agent de la CIA, et qui donc était souvent en affaire avec David Rockefeller. Donc David Rockefeller, de la fondation Rockefeller, de la famille Rockefeller. Et Tom Braden disait ceci sur cette époque de financement politique européen. Il disait « J'ai souvent briefé David Rockefeller, semi-officiellement et avec l'aval d'Allen Dulles, qui alors est le patron de la CIA, sur ce que nous faisions, à savoir financer massivement des partis politiques en Europe et des mouvements pro-européens. Il estimait comme moi que le seul moyen de gagner la guerre froide était le nôtre. David Rockefeller me donnait parfois de l'argent pour faire des choses qui ne figuraient pas à notre budget. Il m'a donné des masses d'argent pour la bonne cause en France. Je me rappelle qu'il m'a donné 50 000 $ pour quelqu'un de très actif dans la défense d'une Europe unie, parmi les groupes de jeunes européens. Ce type était venu me voir avec son projet, j'en ai parlé à David, et il m'a tout simplement donné ce chèque de 50 000 $. La CIA n'est pas entrée en ligne de compte sur ce coup-là. Mais voilà, donc si j'ajoute les armées clandestines, les financements politiques, les interventions dans la vie démocratique locale à travers des tentatives de déstabilisation de certains candidats politiques, si j'ajoute à ça le fait d'avoir recruté massivement des éléments d'extrême droite, d'avoir sauvé des criminels de guerre nazis et d'avoir propagé des tentatives de propagande culturelle sur l'ensemble du territoire européen, tout en finançant la construction des mouvements politiques qui voulaient créer une Europe, ben moi je dis oui, l'Europe, elle avait effectivement un papa clandestin qui s'appelle les États-Unis. Parce que tous ces choix américains-là, ils ont pesé sur la création de l'Europe et sur l'évolution après de l'Europe. Et puis, en guise de conclusion, je voudrais vous citer un mot d'un historien qui s'appelait Hugh Trevor Roper et qui avait été invité le premier jour, c'est un historien britannique qui est mort en 2003, et il avait été invité le premier jour où on a créé le Congrès pour la liberté de la culture. Et lui, il ne savait pas du tout que c'était un truc de la CIA, mais passant sa journée là-bas, il a eu une réflexion qui, à mes yeux, résume assez bien l'ambiance de la guerre froide, qui pour moi n'était pas une guerre de la liberté contre la tyrannie, parce que si effectivement l'URSS n'était pas un modèle de société démocratique, je ne pense pas que de l'autre côté, on puisse aussi toujours se glorifier des pratiques qu'on a eues. Et donc, Hugh Trevor Roper, au lendemain, enfin, quand il sort de la première journée inaugurale de ce congrès pour la liberté de la culture, et sans savoir que c'est la CIA qui est derrière, eh bien, il disait ceci. Il disait, nous étions invités à invoquer Satan, non, nous étions invités à invoquer Belzébuth afin de vaincre Satan. Et ça, je trouve que ça résume assez bien l'ambiance dans laquelle on se trouve dans les années 50. Voilà, je vous remercie. Merci pour cet éclairage avec pratiquement des informations, en tout cas, même si elles sont connues historiquement, ont été rarement mises ou pas souvent mises en avant. Par rapport à ça, vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Oui. Moi, c'est sur les archives de la CIA. Oui. J'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûr. Essayez de parler fort, que tout le monde t'entend. Ouais. J'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de l'information, que les archives secrètes étaient déclassifiées au bout de 50 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, déclassifiées, ça veut dire qu'elles étaient rendues publiques. La réponse est oui. Alors, oui, mais. Alors, elle est oui parce qu'en fait, il y a toute une série de politiques de la CIA qu'on connaît aujourd'hui, grâce justement à cette obligation qu'a la CIA de déclassifier ses documents. Et donc, il y a parfois des politiques d'ingérence de la CIA, il y en a une flopée, hein, qui sont connues aujourd'hui parce que le délai de prescription est passé et donc on a été obligé de déclassifier les documents. Mais non, je vais préciser, les documents au sein de la CIA, ils sont classifiés de façon différente suivant leur degré de secret. Et donc, tous les documents ne sont pas concernés par la déclassification. Et quand on déclassifie certains documents, la CIA se réserve quand même le droit de maintenir des zones tamponnées en noir. Donc, on ne sait pas dire. C'est pas la transparence totale. Donc, c'est pas une transparence totale. Par contre, c'est quand même une politique, ça il faut le reconnaître aux États-Unis, qui est quand même plus transparent que dans de nombreux autres pays où on n'a pas ce genre de pratique-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en connaît parfois davantage sur les pratiques de la CIA. C'est précisément parce qu'il y a cette déclassification des documents. Parce que bon, maintenant, moi je viens de lire un bouquin sur Edward Bernays, qui était officiellement employé par la CIA pour que l'opinion publique soit favorable à un coup d'État au Guatemala, qui était ok. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'Europe, mais c'est la CIA quand même. La CIA, apparemment, c'est une vérité officielle qui avait recours à des gens qui étaient franchement des cloches. Écoute, pour te résumer, le coup d'État au Guatemala, c'est un des premiers coups d'État organisés par la CIA après sa création.
Et donc c'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu qui s'appelle Arbenz. Il faut savoir qu'Arbenz, il est élu sur l'idée de redistribuer les terres après des décennies de dictature, donc des décennies où les gens ils vivaient sans terre, grosso modo. Et alors il faut savoir que sous la dictature, et donc c'est juste pour parler un petit peu de comment se constituent des réseaux comme ça de coups d'État. Sous la dictature, il y avait un grand propriétaire foncier qui avait racheté énormément de terres. Il était devenu le premier propriétaire foncier du pays. Et ce propriétaire foncier, il s'appelait United Fruit. Autrement dit, aujourd'hui Chiquita. C'est Chiquita à l'époque. Et Chiquita, quand il rachète l'essentiel des terres au Guatemala pour devenir le premier propriétaire foncier sous la dictature, il a deux avocats qui s'appellent Allen Dulles et l'autre frère Dulles, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui vont tous les deux devenir un président de la CIA et l'autre secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, des années plus tard. Et donc quand Arbenz est élu démocratiquement avec un programme de redistribution des terres, il se propose de dédommager Chiquita, United Fruit, sur le montant de ses déclarations fiscales par rapport aux terres qu'il possède au Guatemala. Là-dessus, Chiquita se réveille en disant « Ah mais j'ai légèrement sous-estimé la valeur de mes terres, faites x10 et ce sera bon ». Le x10 c'est de mémoire. Mais donc la déclaration fiscale de Chiquita ne correspond pas du tout à l'évaluation finale de la valeur des terres selon Chiquita. Et donc Chiquita n'était pas du tout d'accord avec cette position du gouvernement démocratiquement élu. Se souvient qu'il a deux copains avocats, des frères Dulles, dont l'un est devenu entre-temps secrétaire d'État aux États-Unis, donc ministre des Affaires étrangères, et l'autre est devenu président de la CIA. Eh ben, il active ces deux réseaux-là, il passe son coup de téléphone, et finalement c'est comme ça que se décide le coup d'État du Guatemala en fait. Et donc c'est d'ailleurs de là que vient le terme République bananière. C'est parce que Chiquita va demander à Allen Dulles, qui préside la CIA, toute une série de coups d'État dans les grands propriétaires fonciers. Voilà. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est juste parce que ça recoupe un peu... C'est parce que moi je suis pas spécialiste, mais dans la France-Afrique, j'ai vu que justement en fait, les Français étaient délégués, ils avaient un pouvoir délégué sur toutes leurs anciennes colonies pour faire un peu le même système que les Américains en Amérique latine, avec coup d'État systématique dès que les gens étaient démocrates et socialistes. Et enfin on s'éloigne un peu du sujet, mais je sais pas si vous savez l'implication de la CIA là-dedans ou si c'était assez autonome au niveau des Français. Mais après, en France-Afrique, je connais pas le détail. Puis je connais pas le détail partout. Hein. Donc non, ça je connais peu. Je connais plus sur l'Amérique du Sud à la limite. Mais enfin, là c'est éloigné aussi du sujet. Mais ça je connais moins bien. Moi je peux dire quand même que, en tout cas pour ce qui concerne l'attentat contre Lumumba, parce que ça nous concerne un peu nous directement qui sommes belges, même s'il reste toujours plusieurs versions et certains disent que les services secrets belges n'auraient pas directement trempé dans son assassinat, mais plutôt dans son arrestation. On sait très bien que les services secrets belges et la CIA étaient tous les deux partisans de l'élimination de Lumumba, par exemple. Et qu'à mon avis, en tout cas, un petit pays comme la Belgique ne se serait jamais permis d'agir sans avoir l'aval du grand frère américain. C'est peut-être différent pour la France. Oui, Franco. Voilà, tu as parlé, Bruno, beaucoup de la période d'années juste après-guerre, 50, 60, 22-30 ans après la guerre. À l'occasion, disons, de ces réflexions que tu as menées, est-ce que les politiques, ces politiques-là, ont changé radicalement ou bien se sont maintenues? Et avec quelle collaboration éventuellement des Européens? Alors c'est toujours difficile à dire évidemment quand des opérations sont secrètes, ce qui s'y passe concrètement, quand c'est récent, parce qu'on n'a pas toujours justement le recul nécessaire ou l'accès à des documents pour pouvoir faire la part du vrai et du faux. Parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est l'objet de travaux d'historiens divers ou de gens qui ont fait des enquêtes approfondies sur des sujets précis. Par exemple la guerre culturelle ou les armées de l'ombre, c'est deux bouquins très différents mais qui traitaient exclusivement de ce sujet-là, mais qui ont été écrits il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les gens avaient eu accès à la manne d'informations que c'est de l'histoire au fil du temps. Et donc sur le court terme, c'est quand même plus difficile à dire. Mais il est évident que les opérations clandestines, elles existent toujours aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et d'autre part, il faut quand même bien se rendre compte aussi que toute une série d'opérations qui étaient secrètes auparavant, finalement, aujourd'hui, ont plus ou moins pignon sur rue. Et donc, pour expliquer en deux mots, et là, je vais rester sur les relations transatlantiques. En 1990, on apprend l'existence d'armées de l'ombre sur le territoire européen qui sont responsables d'attentats. On veut donc faire la part des choses. Pour prendre le cas belgo-belge, on sait que notamment qu'il y a eu des entraînements à balles réelles qui ont coûté la mort à des militaires, par exemple des attaques de casernes à Vielsam. Et une des grandes incertitudes au niveau belge, c'était de savoir si les tueurs du Brabant wallon n'étaient pas des membres de ce réseau clandestin. Pourquoi est-ce qu'on se posait la question? Parce qu'on sait bien que les tueurs du Brabant wallon, leur motivation n'était pas l'argent.
parce qu'on a retrouvé en l'occurrence des sacs d'argent au fond des rivières, donc on se doutait bien que ce n'était pas la priorité principale, et puis surtout ils avaient des entraînements de pros, et donc on se disait que ça devait être des gens qui devaient avoir eu une formation pour manier les armes très poussée. Et bien lorsqu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire en Belgique sur les tueurs du Brabant wallon, à un moment donné, et on savait à l'époque que les réseaux d'armées clandestins existaient, les parlementaires, les élus belges ont demandé à avoir la liste des membres de l'armée clandestine en Belgique. Donc c'était une commission d'enquête parlementaire qui demande à avoir cette liste-là. Il y a un refus absolu. Il y a un refus à la fois absolu d'Albert Raz, qui est chef de la sûreté de l'État, et du lieutenant-colonel qui dirige au sein de l'armée secrète. Donc l'un comme l'autre, motus et bouche cousue. Donc ils seront démis de leur fonction peu de temps après, mais on n'aura jamais accès à cette information-là. Donc ça c'est pour revenir vraiment sur l'enjeu qui est en cours. Le fait qu'on est quand même dans des infractions graves à la démocratie. Je rappelle également la déclaration du Parlement européen à l'époque, qui est de dire on veut faire toute la lumière sur l'affaire et on voudrait que les pays tiers nous éclairent. Bon, en l'occurrence, on est 20 ans plus tard, les États-Unis, ils n'ont toujours eu aucune information révélée sur le sujet. Ils en sont toujours à la bonne hypothèse, nous n'affirmons ni ne confirmons cette hypothèse. Est-ce que l'Europe s'est fâchée avec les États-Unis en disant mais ça c'est quand même scandaleux, on soupçonne des malversations et des crimes sur notre territoire, et vous refusez de jouer finalement en amis et en frères, quoi. Ben, en l'occurrence, non, l'Europe, ce qu'elle a commencé à développer depuis une dizaine d'années, c'est des politiques sécuritaires communes avec les États-Unis. Et donc, depuis tout parti, par exemple, si depuis 2001, évidemment, depuis le 11 septembre 2001, suite à la phobie du 11 septembre 2001, on a mis en place un arsenal hyper répressif en Europe, aux États-Unis, au niveau des lois antiterroristes. Je ne vais pas rentrer en long et en large dans ces lois-là, sinon je vais intervenir pendant trop longtemps, mais juste pour dire que on a donc développé toute une série de collaborations avec les États-Unis en termes sécuritaires. Par exemple, on autorise aujourd'hui légalement des policiers américains à venir travailler sur le sol européen. Alors c'est contrôlé par les services secrets, en tout cas par la force de police européenne, Europol, hein, c'est elle qui filtre un peu les demandes américaines et qui accepte ou pas. Mais c'est quand même assez fou de se rendre compte que, alors qu'on n'a toujours pas éclairci l'histoire de l'armée secrète et de l'implication de l'OTAN et des États-Unis dans des attentats qui ont eu lieu sur le sol européen, alors qu'on sait qu'après le 11 septembre 2001, la CIA a enlevé illégalement des gens sur le territoire européen pour les torturer en Égypte et leur arracher des aveux qu'ils n'avaient même pas à faire parce qu'ils étaient innocents, eh bien qu'on a commencé à développer des coopérations sécuritaires comme celle-là. Et pour dire jusqu'où vont les choses, on sait très bien, on a appris ça il y a un an, que les États-Unis nous ont espionnés massivement, hein, ils ont été jusqu'à mettre le téléphone d'Angela Merkel sur écoute. Eh bien l'année passée, au Parlement européen, il y a eu des débats politiques. Et un des débats politiques a consisté à dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu suspendre certains accords sécuritaires qu'on a avec les États-Unis, et notamment l'accord par lequel on leur donne l'accès à toute une série de données financières. En l'occurrence, il y a une société qui s'appelle SWIFT, qui est située à La Hulpe, et la société SWIFT, elle gère tous les échanges interbancaires. Autrement dit, dès que l'argent navigue d'un compte à l'autre, ben SWIFT est au courant, parce que c'est eux qui gèrent un peu tout le processus d'écriture. Et donc, les États-Unis sont légalement aujourd'hui autorisés, quand ils en font les demandes et via un filtre qui passe par les autorités européennes, à accéder à une donnée des parties financières. Eh bien, le Parlement européen, se rendant compte que les États-Unis avaient probablement mis sur espionnage le fichier SWIFT dans son ensemble pour avoir accès aux informations auxquelles ils n'avaient pas droit, le Parlement européen s'est posé la question l'année passée de se dire est-ce qu'on ne devrait quand même pas, le temps de mener l'enquête, suspendre cet accord sécuritaire avec les États-Unis. Eh bien, le Parlement européen, la majorité a dit oui. Oui, ils ont dit oui, on va suspendre. Problème, le Parlement européen n'a pas la décision effective en la matière, il peut juste donner un avis consultatif. Et donc ceux qui décident, c'est la Commission européenne, et la Commission européenne, elle a dit « Je suis d'avis de la minorité et je continue les accords sécuritaires avec les États-Unis ». Donc voilà, je ne te fais pas vraiment une réponse, parce que ce qui est vraiment clandestin, c'est difficile à dire aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'alors que les travers de l'histoire n'ont pas été réglés, que l'ardoise des, entre guillemets, malentendus et des entorses démocratiques est toujours là, ça ne nous empêche nullement de continuer au niveau des autorités européennes à faire copain-copain avec les USA, y compris en termes sécuritaires. Oui, les tueurs du Brabant wallon sont d'anciens de l'armée de Londres. Quel est leur but? Alors le but de l'armée de Londres, donc les histoires de l'armée de Londres... De tuerie. Oui, alors donc je vais juste dire, donc, ce que je vous ai dit sur les armées de Londres, ça vient du travail d'un historien suisse qui s'appelle Daniel Ganser. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Les armées Stebeheim, si je me souviens bien. Stebeheim qui reste en arrière, donc une fois qu'on est envoyé, il reste derrière. Et lui, il raconte que le travail des armées de Londres d'un pays à l'autre a été extrêmement diversifié, mais il y avait clairement de la volonté de déstabiliser les mouvements de gauche. Et donc,
En Italie, par exemple, ils sont massivement intervenus au moment des élections pour intimider des élus politiques de gauche, voire pour enquêter sur leur vie privée et pondre soit des vérités à pas révéler mais qui révèlent au grand jour, soit inventer toutes pièces des mensonges pour les décrédibiliser au sein de l'opinion publique. Ils ont également fait cette arrivée, je crois au Royaume-Uni, je ne suis plus sûr de ce que je vous dis, mais des récoltes, donc par exemple d'aller un jour rentrer dans un bâtiment qui appartenait à tel ou tel parti pour avoir la liste entière des membres et tous les fichiers pour pouvoir justement dire qui était quoi. Et donc si, mais c'est conditionnel, si les tueurs du Brabant Wallon auraient été des gens de l'armée de l'ombre, le but aurait certainement été de déstabiliser politiquement la Belgique, de manière à l'éloigner de tous les mouvements pacifistes, parce qu'il y avait une flopée de mouvements pacifistes dans les années 80, hein, qui militaient notamment contre l'installation d'armes nucléaires sur le sol belge. Ben, le but c'était plutôt d'instaurer un climat de pensez à vous braves gens et protégez-vous. Voilà, maintenant c'est vraiment très conditionnel, parce que je ne dis pas ici qu'on a la preuve que les armées de l'ombre c'était des gens du réseau Stay Behind. Mais il y a une hypothèse qui n'a jamais pu être investiguée parce qu'il y a eu refus et de la sûreté de l'État et de l'armée de communiquer les noms des militaires belges pour qu'on puisse vérifier leur emploi du temps. Ok, oui. Bon, je t'entends bien, je t'écoute bien. Mais il y a un truc sur lequel j'ai du mal à te suivre, c'est au niveau de la guerre culturelle. Oui. Bon, après l'avènement de la photographie, on a vu surgir en Europe et en Russie, plus particulièrement, des mouvements novateurs artistiques très abstraits, que ce soit bon, en France, avec toutes les cubines qui commençaient difficilement à naître, ou en Russie, où on avait un mouvement très novateur en matière artistique, avec toute l'école de Malevich, etc. En Russie, cette école a pu perdurer pendant un certain temps, et le PC, dans les années 20, a complètement discrédité ces formes de l'art abstrait pour promouvoir un art réaliste, allégorique, représentatif de la force ouvrière, des champs, des blés, des muscles, des ouvriers super bien foutus, des femmes tout aussi bien foutues, dans le genre nous sommes courageux, nous vaincrons, etc. Donc il y a eu en Russie, le mouvement inverse de celui que tu viens de dénoncer au niveau de la guerre culturelle, c'est-à-dire une promotion de l'art réaliste qui a suivi son cours très tardivement, il n'y a pas si longtemps que ça, que la Chine par ailleurs et la Russie sont ouvertes à des formes beaucoup plus modernes de l'art contemporain. Aux États-Unis, l'art abstrait était bel et bien là. Ils avaient été influencés par les artistes français et est né avec Jackson Pollock et toute cette bande, etc. Cet art expressionniste abstrait, il est né dans un parcours artistique, effectivement, qui était assez naturel. Maintenant, ce que je t'entends dire, c'est que c'est cette promotion de cet art abstrait-là qui a été quelque part manipulée par la CIA de façon à ce que ce soit l'art qui soit privilégié au détriment d'un art réaliste qui, aux États-Unis, avait déjà pas mal disparu avant, quoi. Donc là, je ne te suis pas vraiment au niveau de la guerre culturelle. Je trouve que l'évolution artistique en peinture, en sculpture, et peu importe en architecture, etc., bon, s'inscrit toujours effectivement dans des contextes politiques, socioculturels, anthropologiques, tout ce que tu peux imaginer, mais n'est pas si téléguidé que ça. On ne pond pas des artistes idéologiques, sauf quand justement on leur délègue le pouvoir de transmettre une idéologie. Mais les arts novateurs, généralement, ne sont pas à la merci d'un pouvoir en place, au contraire, ont tendance à l'attaquer, à le destituer, etc., etc. Bon, moi je ne te crois pas beaucoup sur ce coup-là. Je vais te répondre. Une réaction, vas-y. Oui, alors d'abord, tout ce que je dis sur la propagande culturelle, ça tient dans un bouquin qui s'appelle Qui mène la danse, la CIA et la guerre culturelle, qui a été écrite, je crois que c'est une Britannique qui s'appelle Frances Turner Saunders.
Il faut savoir qu'elle elle écrit ce bouquin alors qu'elle a une masse d'informations dithyrambiques et donc qui sont plus accréditées les unes que les autres, notamment parce que le responsable de la CIA lui-même de ce programme a fini par dire que tout était vrai. Donc on sait que ça existait. On a même soupçonné ce responsable de la CIA, quand il a déclaré que tout était vrai et que les influences politiques culturelles américaines avaient eu lieu, de l'avoir fait parce que justement la CIA en avait un petit peu marre de financer des politiques de gauche modérée, que c'était plus devenu nécessaire. Mais donc pour te donner quelques détails, parce que c'est vrai que j'ai donné un exemple, parce qu'il fallait donner un petit exemple et que je ne pouvais pas les multiplier les uns derrière les autres, mais je vais juste te donner un petit peu. Donc le Congrès pour la liberté de la culture, ça a vraiment été quelque chose qui a été créé et c'était clairement une création de la CIA, on le sait aujourd'hui. Les fondations utilisées par la CIA, je ne vais pas toutes les citer, mais celles qu'on a attestées qui avaient été utilisées par la CIA, il y a eu la fondation Rockefeller, il y a eu la fondation Ford, il y a eu la fondation Fairfield, il y a eu la fondation Carnegie, il y a eu la fondation aussi, non, ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu également l'utilisation du musée, je recherche un petit peu l'info, oui, le musée d'art moderne de New York, donc le MoMA. C'est un musée qui appartenait à la famille Rockefeller en fait. Et donc dans ce musée, il y avait un conseil consultatif qui décidait un petit peu quel type d'art on allait promouvoir. Eh bien, il y avait au sein de ce conseil consultatif une sorte de conseil restreint, en fait par lequel transitaient toutes les propositions de la CIA. Et donc quand la CIA voulait faire transiter des projets par le musée d'art moderne de New York, ils allaient toquer à la porte du dirigeant principal du musée d'art moderne de New York, qui était Abby Aldrich Rockefeller notamment, et donc était Nelson Rockefeller à l'époque, et ils allaient le voir en disant nous on voudrait vous promotionner cette activité culturelle là ou cette activité culturelle là, mais évidemment sous le couvert musée d'art moderne de New York. Alors après il y avait une petite discussion au sein du comité en question, ils acceptaient ou ils refusaient le projet de la CIA, mais à partir du moment où ils l'acceptaient, ils le faisaient passer comme une proposition du musée d'art moderne de New York et nullement comme un projet de la CIA. Et donc si je devais t'inviter à faire une chose, c'est éventuellement de trouver ce petit bouquin, enfin c'est un gros bouquin qui s'appelle Qui mène la danse, et tu verras que les informations sur la propagande culturelle de la CIA, elles sont attestées, il n'y a absolument aucun doute, ça a été extrêmement archivé, et on a eu notamment à travers les déclassifications de documents, des preuves très fouillées sur le fait que ça a existé effectivement. Et si j'avais dû donner d'autres exemples, parce que y a moyen d'en faire des tonnes hein, sur ce qu'ils ont fait en l'occurrence, mais par exemple, en 55-56, il y a eu une collaboration entre le musée d'art moderne de New York et le Congrès pour la liberté de la culture, qui consistait à exposer 170 tableaux, jeunes peintres, qui mettaient en avant des peintures majoritairement abstraites, et ça c'était dans les années 50, 55-56. C'était volonté clairement de la CIA. Si je devais aller voir en littérature, en 77, on a eu un article du New York Times qui affirmait que la CIA est intervenue dans la publication d'au moins 1 millier de livres différents. Et donc ils avaient décidé de promouvoir de l'art. Et donc ce que j'ai dit, parce que je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais on va pas se faire là-dedans, c'est que effectivement l'art peut apparaître tout seul, et il y a plein de créations qui apparaissent tout seul. Mais la promotion de l'art, elle s'est faite de façon très délibérée et très réfléchie par la CIA, à travers toute une série d'institutions relais, dans lesquelles il y avait parfois des artistes ou des intellectuels qui jouaient le jeu en sachant qui était derrière, et puis il y avait par contre toute une série d'artistes ou d'intellectuels qui pouvaient être embrigadés là-dedans, sans savoir vraiment qui tirait les ficelles. Mais ce qui avait comme volonté claire de manipuler la conscience culturelle européenne à travers justement ces artistes et ces intellectuels, le fait que cette politique existait, ça ne fait pas l'ombre d'un doute parce que les documents de la CIA déclassifiés, à ce propos-là, ils existent. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et te renvoyer à Qui mène la danse, c'est le bouquin qui en parle très bien. Le nom de l'auteur du bouquin. Franz Stonor Saunders. Oui. Et c'est paru en 99-2003 chez De Noël. Attention, nuançons quand même ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas dit que la CIA avait influencé les flux artistiques. J'ai dit la CIA a mené pendant 17 ans sur le territoire européen des tentatives de propagande culturelle. Ça, c'est un fait avéré. Après, à chacun d'estimer est-ce que ça a été un succès ou pas pour la CIA. Ça, c'est différent. Mais donc, il y a deux débats là. Il y a un seul débat qui consiste à dire est-ce que la politique de propagande culturelle de la CIA a existé? Et ça, moi, je vous affirme que ça a existé parce qu'on a les documents qui le prouvent. Et pour ne citer que quelques revues qui ont été financées de toutes pièces par la CIA, je vous citerai Encounter, je vous citerai, j'ai déjà dit Preuve en France, Science and Freedom, Tempo Présente en Italie, Der Monat en Allemagne. C'est toutes des revues, on sait qu'elles étaient financées par la CIA. Il n'y a plus l'ombre d'un doute parce que le directeur même de la CIA de l'époque a lâché le pot rose dans les années 60-70.
Donc ça c'est un fait établi. Maintenant, une autre question, et ça peut être un autre débat, c'est en quoi est-ce que cette politique de propagande culturelle de la CIA, qui a bel et bien existé, a été une réussite, un échec, et a influencé la culture européenne. Mais c'est deux débats différents. A produit des effets. Oui. Je peux juste faire Oui. peut-être votre avis, mais on voit maintenant que dans les médias, par exemple, des artistes très contestataires vont être recherchés parce qu'ils vont vendre de la pub, bien malgré eux. Quand on faisait venir Gainsbourg sur un plateau, les gens regardaient et les minutes de pub qui étaient vendues avant et après Gainsbourg, ça allait marcher. Les gens attendaient le scandale. Et ça, c'est toute la contestation dans l'art. Il ne faut pas s'imaginer que c'est si... Enfin, ça peut être parfois une manière même, ça peut être récupéré complètement. Et on voit ça très fort maintenant dans les médias. Il suffit de regarder les pubs avant et après, vous saurez qui est visé par les invités dans les émissions. Juste pour ajouter encore un petit exemple concret, parce que j'ai parlé beaucoup de cette exposition, mais il y avait par exemple des gens qui étaient dans les studios de cinéma, dont le boulot était de regarder les films et d'essayer d'influencer un peu le contenu du film. Par exemple, si on voyait dans les années 50 un Américain ivre, ça nuisait à l'image de l'Américain. Et donc le gars, son job, c'était un bête type dans un bête studio de cinéma, hein. C'était simplement de changer deux lignes au scénario pour éviter que l'Américain qu'on présentait bourré à l'écran soit plutôt bien habillé et pas du tout bourré, par exemple. Ou autre exemple, on sait qu'il y a eu des lois de discrimination aux États-Unis qui ont existé très très longtemps, hein. Eh bien, évidemment, l'URSS ne se gênait pas pour dire que les États-Unis n'étaient pas une démocratie puisqu'ils discriminaient leur population noire. Et soit dit au passage, je te rejoins sur les politiques de propagande de l'URSS qui ont également existé. Eh bien, une des manières d'influencer le point de vue des Européens sur cette question-là a été à l'époque aux États-Unis de financer massivement des orchestres de noirs qui allaient jouer sur le territoire européen. Pour justement dire, vous voyez qu'aux États-Unis, on traite bien les noirs, par exemple. Donc la politique de propagande culturelle, ça pouvait être aussi des choses concrètes comme celle-là. Ça pouvait être, à l'époque des discriminations raciales, de payer des orchestres de noirs pour venir jouer en Europe, de manière à donner une belle image de la position des Noirs aux États-Unis. Mais ces politiques-là, elles ont existé. Ça, c'est une certitude. Ok, je pense que si on a eu le temps, on a pu rajouter une séance sur la démocratie culturelle. Mais, ce serait passionnant. Ce serait passionnant. Mais on va passer à la deuxième partie de l'exposé sur le reste de la brique. Donc, j'ai beaucoup insisté sur la naissance de l'Europe et l'influence des États-Unis. Là, je vais un peu plutôt vous présenter, pas la totalité, mais une bonne partie de l'histoire européenne telle que je la raconte. Et j'aime bien introduire le sujet comme ça, donc j'ai écrit un bouquin qui fait 580 pages. Et à l'époque d'Internet, des tweets et de YouTube, quel temps perdu d'écrire un bouquin de 580 pages, honnêtement, à quoi ça peut bien servir d'écrire une rubrique comme ça, alors que on va sur Internet et en 2 secondes, on a toutes les infos qu'on a besoin. Alors moi, j'ai que 2 excuses pour avoir écrit cette grosse brique. Et la première, c'est que aujourd'hui, l'Europe, elle s'occupe absolument de tout dans notre vie quotidienne. Elle s'occupe de ce qu'on a dans notre assiette, elle s'occupe de la manière dont on gagne notre vie, elle s'occupe du fait est-ce qu'on aura droit à des pensions plus tard ou est-ce qu'on n'aura pas droit à des pensions plus tard. Elle s'occupe d'énormément de choses. Et donc, comme l'Europe s'occupe d'énormément de choses, il y avait énormément de choses à dire. Ça, c'est la première raison. Et alors, la deuxième raison, c'est que quand l'Europe nous parle, généralement, elle le fait avec un vocabulaire qui est complètement incompréhensible au commun des mortels. Donc, si je prends tous les grands traités européens, l'acte unique européen, ça veut dire quoi, grand point d'interrogation, le TSCG, le Tupac, le Six-Pack, le TTIP, vous entendez cette liste de noms et vous vous dites, ah mais ça, c'est pas pour moi, tiens. Ça, c'est pas pour moi, c'est compliqué. Et c'est dommage que les gens se disent ça, parce qu'en fait, ça a beau avoir l'air compliqué, d'abord, ça n'est pas toujours autant que ça. Et puis surtout, ça les concerne directement, les gens. Parce que les politiques européennes, le Tupac, le Six-Pack, le TSCG, le TTIP, si c'est voté et que ça passe, après, ça a une influence concrète sur la vie quotidienne. Et donc, moi, j'avais envie de recréer un lien concret et quotidien avec les grandes politiques abstraites européennes pour dire que, justement, ces politiques-là, elles nous regardent et qu'on a intérêt à les comprendre. Et pour faire ça, moi, j'ai essayé d'employer des mots de la vie de tous les jours. J'ai essayé d'évacuer au maximum le vocabulaire technique, pour venir sur des choses qui sont liées à notre vie de tous les jours. Et donc une des choses que je fais dans le bouquin, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Une Europe, une biographie non autorisée, je présente chaque chapitre, et chaque fin de chapitre, comme l'histoire d'une petite fille qui serait née à une époque et qui aurait grandi.
Et donc, elle a grandi, ça j'ai déjà dit. En tout cas, elle est née le 23 juillet 1952. J'ai déjà dit qu'elle avait un papa clandestin, cette petite fille, en l'occurrence, qui s'appelait l'oncle Sam, et qui avait quand même un certain nombre d'écarts entre ses discours de liberté et de démocratie et ses pratiques réelles et concrètes. Un vrai papa. Voilà, un vrai papa, oui, ça c'est ton point de vue. Je refuse de rentrer dans ce débat. Et donc bref, je vais continuer l'histoire. La petite Europe, elle est née en 1952. Elle avait 6 parents officiels et un papa clandestin qui s'appelle l'oncle Sam. Et qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de son évolution et de ce qui lui est arrivé? Alors, une première chose que j'utilise comme métaphore dans ce bouquin quand je parle de l'Europe, et quand elle a ce que j'appelle moi des problèmes de démocratie, c'est qu'elle a des problèmes de santé. Et les problèmes de santé, l'Europe, elle en a depuis sa naissance. Alors je dis pourquoi est-ce qu'elle en a depuis sa naissance? Parce que si on se base sur la définition de la démocratie, et vraiment une définition minimaliste, une des choses sur laquelle on insiste beaucoup, c'est la séparation des pouvoirs. Et classiquement, on dit qu'il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, donc les gouvernements, le pouvoir parlementaire, donc les élus de la nation, et le pouvoir judiciaire, donc les juges. On veut qu'il y ait une séparation des pouvoirs, parce qu'effectivement, si un politicien, un élu politique fait des bêtises, on veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant, sinon les gens ne payeront jamais, ils s'entendront entre copains pour ne rien faire. Alors, déjà dans nos pays à nous, ça pose un petit peu de problème, parce que l'existence des partis politiques fait que la frontière entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire, ça c'est un peu... on va dire que la frontière, elle est plus très nette. Il faut savoir que quand vous êtes un élu parlementaire aujourd'hui, vous pouvez évidemment, votre âme et conscience, voter ce que vous voulez et ne pas suivre les intentions de votre parti politique. Si vous dites tu votes blanc, vous pouvez continuer à voter vert, gris ou noir si ça vous chante. Mais vous savez alors que lors des prochaines élections, sauf si vous êtes vraiment un merveilleux people, vous passez à la trappe. Donc déjà ce principe-là chez nous il fonctionne moyennement, mais il fonctionne encore. Parce que quand on a par exemple des commissions d'enquête parlementaires, là il y a tout d'un coup une position des parlementaires qui devient très médiatique, donc on voit le travail qu'ils font. Et une des grandes différences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire, c'est que dans un exécutif, on a les partis de la majorité, donc ceux qui sont au pouvoir, tandis qu'au Parlement, on a aussi l'opposition, donc ceux qui contestent les politiques mises en place. Et donc pour moi, cette séparation-là, elle est quand même importante. Or, quand on voit comment s'est constituée l'Union européenne, il n'y a pas cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le parlementaire. Parce qu'au départ, en fait, le Parlement européen, c'est pas un parlement. Il a absolument aucune décision à prendre et il n'est pas élu par qui que ce soit. Les premières élections européennes, en l'occurrence, ça remonte à 1979, quand l'Europe était déjà âgée de 27 ans. Et encore, à l'époque, le Parlement européen n'avait strictement rien à dire. Le pouvoir, il appartenait à 2 entités qui sont 2 entités exécutives. D'une part, les conseils de ministres européens, donc l'ensemble des gouvernements européens, et toutes les grandes étapes politiques, ça il faut quand même le dire et le répéter, il n'y a pas une grande étape politique au sein de l'Union européenne qui n'ait été décidée et avalisée par les gouvernements qui en sont membres. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, on est 28, mais un pays fondateur comme la Belgique ou comme la France, ils ont participé à toutes les grandes étapes de développement de l'Europe. Et donc quand ces gouvernements-là disent « Ah désolé, c'est pas nous, mais c'est la faute à l'Europe », honnêtement on peut dire que c'est des fiefés menteurs. Parce qu'ils étaient présents dans les conseils de ministres européens où les choses se décidaient et ils pouvaient dire ce qu'ils en pensaient. Mais les conseils de ministres européens, c'est donc des instances qui sont extrêmement importantes pour fixer le cap politique de l'Europe, mais c'est du pouvoir exécutif, c'est des gouvernements nationaux. Or, le deuxième grand pouvoir au niveau de l'Europe, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, c'est celle qui prend aussi la plupart des grandes décisions stratégiques européennes. Donc quand il y a un cap politique qui est fixé, ceux qui le mettent en application concrètement à travers toute une série de directives et de propositions de loi, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, vous ne retrouvez aucun élu politique là-dedans, puisque c'est chaque gouvernement des pays membres qui désigne le commissaire européen pour des raisons qui peuvent être très variées. Ça peut être d'éliminer un adversaire politique sur la scène nationale pour aller le calmer ailleurs, ça peut être un accord de majorité, comme en Belgique on a souvent, dans les casse-têtes, il y a toujours, lors de la constitution d'un gouvernement fédéral, le casse-tête de quel commissaire européen on va envoyer. Enfin, ça fait partie des choses qui se négocient à ce moment-là. Mais la Commission européenne, c'est un pouvoir exécutif, il n'y a pas un seul élu politique là-dedans. Il n'y a pas une seule personne qui s'est présentée devant l'électeur en disant « moi je veux devenir commissaire européen ». Donc on a une institution européenne qui est vraiment dominée par les pouvoirs exécutifs. Et donc où la majorité, où les partis majoritaires ont beaucoup de choses à dire, mais où les partis minoritaires ont très peu de place pour s'exprimer. Alors ça c'est pas dérangeant tant qu'on a la communauté économique du charbon et de l'acier. Autrement dit qu'on gère uniquement le charbon et l'acier.
c'est plus dérangeant quand l'Europe commence à embrasser de plus en plus de domaines de compétences et de champs politiques dans lesquels elle devient ou souveraine ou codécisionnaire. Donc elle peut décider avec les gouvernements. Or, de traité en traité, c'est un peu ce qui s'est passé dans le développement de la vie européenne. Plus l'Europe a grandi, plus elle a gagné en compétences. Et on va me dire également que le Parlement européen a aussi, tout au long de la vie européenne, gagné en compétences, ce qui est vrai. Mais si je prends le Parlement européen aujourd'hui, c'est l'un des rares parlements au monde dans des pays qui se disent démocratiques où les élus de la nation, enfin où les élus de l'Europe, ne peuvent pas pondre un seul texte de loi. Parce que le monopole de l'acte législatif, donc de rédiger un texte de loi européen, il appartient à la Commission européenne. Les parlementaires européens, en bout de course, peuvent dire j'accepte ou je refuse votre projet, ou je propose de l'amender, je propose de discuter des amendements, mais le monopole de la rédaction de directives ou de règlements européens, ça appartient entièrement à la Commission européenne. Et donc ça c'est quand même un principe démocratique, enfin une entorse au principe de la démocratie que moi je trouve inquiétant. Mais il y a plus grave. Alors il y a plus grave parce que quand l'Europe grandit, donc j'ai dit c'est une petite fille, elle avait des parents, mais au fil de son existence elle a gagné des parents supplémentaires. Il y avait tas de gens qui ont envie de l'adopter. Par exemple le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont dit nous on veut bien aussi être les parents de l'Europe en 73. En 91, il y a eu la Grèce qui a proposé de faire la même chose. En 86, il y a eu le Portugal et l'Espagne. Donc il y a toute une série d'États comme ça qui, peu à peu, se sont dit, mais nous, on veut aussi être membres de l'Union européenne. Et autant l'extension géographique de l'Europe se passait bien dans les années 80, autant au début des années 80, il y avait une vraie crise existentielle. À savoir que l'Europe, on ne savait pas trop quoi en faire. Et donc si je devais résumer un petit peu ça sous forme de métaphore familiale, je dirais que les parents de l'Europe, alors que leur fille atteignait une trentaine d'années, ben, ils étaient inquiets parce qu'ils n'avaient toujours pas trouvé à la marier. Et ils disaient non, la petite elle a 30 ans, maintenant il serait quand même temps qu'elle se trouve un joyeux prétendant. Et coup de bol, il y a un joyeux prétendant qui s'est présenté. Alors je dis coup de bol, mais je ne suis pas sûr que c'est sur un coup de bol parce que, en l'occurrence, le prétendant, il s'appelait la table ronde des industriels européens. Alors c'est quoi la table ronde des industriels européens ? C'est un lobby qui a été créé au tout début des années 80 à l'initiative du PDG de Volvo. Et donc le PDG de Volvo, il a invité à Paris, à une réunion inaugurale, 17 autres chefs d'entreprise européens pour leur dire les amis, nous allons fonder un lobby et proposer à l'Europe qui n'a absolument aucune idée de ce qu'elle veut faire politiquement parlant, des projets politiques. Et en l'occurrence, on va proposer de l'épouser pour créer un marché unique européen. Donc ça c'est un projet, le marché unique européen, qui n'a pas été inventé par le monde politique, mais qui a été inventé par un lobby industriel. On sait également que lorsque la table ronde des industriels européens a été créée à Paris, il y avait 2 commissaires européens qui étaient présents, donc 2 membres de la Commission européenne. Il y avait notamment Étienne d'Avignon, et un commissaire italien. Donc ils étaient là en tant que représentants de l'intérêt général du monde politique. Et bien dès que leur mandat à la Commission européenne a été fini, ces 2 commissaires européens ont été travailler dans le secteur privé. L'un chez Total, ça c'était le commissaire italien, et Étienne d'Avignon, je crois que c'était à la Société Générale, si j'ai bonne mémoire. Eh bien les 2, qui étaient commissaires européens au moment de la création de la table ronde des industriels européens, lorsqu'ils ont eu fini leur mandat et qu'ils ont été travailler dans le secteur privé, ils se sont de nouveau retrouvés à la table ronde des industriels européens, mais comme représentants du secteur privé. Et ça vous dit un petit peu le phénomène qu'on appelle en français de pantouflage, moi j'aime pas trop l'expression, mais des portes tournantes. Autrement dit, des gens qui vont aller faire un petit tour dans la vie politique en tant que représentants de l'intérêt général, et qui vont aller faire un grand tour dans le monde privé en tant que représentants d'intérêt privé. Et vous pouvez toujours poser la question, mais tiens, quand ils défendaient l'intérêt général, est-ce qu'ils défendaient vraiment l'intérêt général ou est-ce qu'ils travaillaient leur plan de carrière, ces gens-là? Hein, c'est toujours la question qui peut se poser. Et en l'occurrence, je trouve qu'avec la table ronde des industriels européens, on a quand même une assez bonne réponse. Parce que l'argumentaire de la table ronde des industriels européens, quand il s'adresse à la Commission européenne, c'est dire, écoutez, l'Europe grandit, c'est très bien, mais vous n'avez pas de projet politique, ce qui est vrai, parce qu'au début des années 80, honnêtement, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de l'Europe. Eh bien, nous, on vous propose de créer un marché unique et vous allez voir que c'est génial. Parce que si vous quittez le petit marché belge avec les 10 millions d'habitants et que vous créez un grand marché européen, avec 6 nations, 12 nations, je ne savais pas encore qu'il y en aurait 28 à l'époque, eh bien, vous allez voir que les investisseurs belges, ils vont pouvoir investir à l'étranger. Autrement dit, les entreprises qui sont dans un petit territoire en Belgique, elles vont commencer à pouvoir exporter ailleurs. Si elles peuvent exporter ailleurs, ça va être génial parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont créer de l'emploi. Si elles créent de l'emploi, ça va créer du pouvoir d'achat. Si on crée du pouvoir d'achat, les gens vont consommer davantage et donc on va rentrer dans une sorte de cercle vertueux où la croissance économique, la croissance des investissements
La croissance de l'emploi est censée rendre tout le monde heureux et satisfait. Et donc, ce qu'a dit la table ronde des industriels européens aux parents de l'Europe au début des années 80, c'est « Si moi j'épouse votre fille, je vous promets de l'emmener au Cap des Bonnes Affaires. De l'emmener dans une lune de miel, vous allez voir que le massage, le massage que je ferai à votre fille, ça va être de faire grandir le marché, et grâce au fait que le marché va grandir, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir des investissements, de la confiance, de la création d'emplois, et tout va être merveilleux. » Alors, deux choses. D'abord, le mariage, il a bel et bien eu lieu, puisque en 1986, on pond l'acte unique européen. Autrement dit, l'ensemble des gouvernements membres de l'Europe à cette époque-là disent, nous, on met en place des procédures de décision pour d'ici quelques années créer un marché unique européen, avec l'idée de faire circuler librement les biens, les services, les marchandises, les capitaux. Et ça, c'est un acte unique en 86 qui le décide, et puis en 93, on a la création du marché unique européen. Et vous vous en souvenez probablement, en tout cas ceux qui sont comme moi dans la génération qui a vécu ça de près. On a eu à l'époque des annonces dithyrambiques, notamment avec la suppression des postes frontières et l'ouverture à la libre circulation. Alors je ne dis pas que le marché unique européen n'a que des côtés négatifs. C'est vrai que quand on part en vacances en France, en Italie, c'est quand même beaucoup plus sympathique qu'avant. Mais par contre, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Autrement dit, est-ce qu'on est aujourd'hui dans le cadre des bonnes affaires? Est-ce qu'on est dans ce monde satisfaisant où la création d'emplois, la création des investissements et le bien-être général se diffusent à travers la société entière? Eh bien, soit je vis sur la planète Mars et j'entends des informations qui détonnent, ou bien c'est pas le cas. Parce que moi, quand j'écoute la radio, le journal parler, j'ai plutôt l'impression que j'entends les mots crise, difficultés budgétaires, assainissement public, austérité nécessaire, réforme du travail, réforme des pensions, etc., etc., etc. Et je me dis, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le cap des bonnes affaires ne serait pas atteint et que le marché unique européen est plutôt en train de rater toutes ses promesses? Ben moi, je vois plusieurs bonnes raisons. La première bonne raison que je vois, c'est les fusions et acquisitions d'entreprises. La première chose que je me souviens, moi, de mémoire personnelle, lorsqu'on a créé ce marché unique européen, c'est les journaux parlaient qui n'arrêtaient plus de semaine en semaine de nous parler de fusions et acquisitions d'entreprises. Ça a été un truc qui est né avec le marché unique européen, ça. Alors ça a quoi comme conséquence concrète, les fusions et acquisitions d'entreprises? Eh bien, ça a comme conséquence concrète que nous, on travaille dans un endroit qui est local. Ça peut être Bruxelles, ça peut être Namur, enfin ça peut être n'importe où, là où on vit, où on travaille. On travaille dans un endroit particulier. Quand vous avez une entreprise familiale, l'endroit où on prend les décisions d'investissement et des investissements, c'est plus ou moins le même endroit que là où vous travaillez. Donc vous savez négocier avec votre patron des conditions de travail, de l'évolution et de l'avenir de l'entreprise. À partir du moment où vous rentrez dans une fusion, une logique de fusion et acquisition d'entreprise, vous créez des milliers de kilomètres de distance entre l'endroit où vous travaillez et l'endroit où les décisions stratégiques de la multinationale sont prises. Avec comme conséquence concrète que vous n'avez plus la possibilité de négocier quoi que ce soit au niveau local. Vous pouvez toujours négocier, mais les décisions stratégiques, elles sont prises ailleurs. Et donc, si vous négociez de très bonnes conditions de travail, de très bonnes protections sociales, l'investisseur, il peut dire, finalement, ceux-là, ils m'énervent un peu trop et moi, je vais aller voir ailleurs. Exemple typique, ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal, c'est typiquement le résultat d'une politique européenne qui a dit « Vive le marché unique », où on a eu un phénomène de fusion et acquisition d'entreprises et où du jour au lendemain, le dirigeant d'ArcelorMittal, et peu importe qu'il soit indien, pakistanais, américain ou japonais, il dit moi je ferme boutique. Et il dit en plus je ferme boutique et je ne revends pas l'outil, parce que je n'ai pas envie d'avoir de nouveaux concurrents. Ça c'est une conséquence concrète du marché unique européen et du pourquoi les promesses ne sont pas tenues. L'autre conséquence concrète, c'est le dumping. Parce qu'en fait, on a créé, par l'harmonisation de lois, par des reconnaissances mutuelles des produits, une vaste zone, aujourd'hui 28 pays européens différents, durant lesquels, une vaste zone sur laquelle tous les produits peuvent circuler. Donc une entreprise, elle peut faire circuler ses biens, ses services, ses marchandises, mais aussi ses capitaux. Autrement dit, ses lieux de production. Et si on regarde les pays de l'Union européenne aujourd'hui, à 28 États différents, il est évident que les conditions salariales en Belgique, ce n'est pas les mêmes que celles qui prévalent en Roumanie. Que le financement de la sécurité sociale en Belgique, ce n'est pas le même que celui qui a lieu en Pologne. Que le niveau d'impôt à payer dans un pays A, il n'est pas le même que dans un pays B. Et comme tout ça n'est pas harmonisé, en fait, le marché unique européen, c'est un peu comme inviter les multinationales au restaurant, en leur disant, voilà, vous avez désormais droit entre 28 menus juridiques différents, et vous pouvez choisir librement les contraintes auxquelles vous êtes soumis. Vous allez choisir vous-même le niveau d'impôt que vous voulez payer, parce que si ça ne vous plaît pas dans un pays, vous avez l'embarras du choix ailleurs. Vous allez payer typiquement le niveau de salaire que vous voulez, parce que si les salaires dans ce pays-là ne vous satisfont pas, vous pouvez aller ailleurs, et ainsi de suite.
Et c'est quand même édifiant de se rendre compte qu'on a mis en place un système juridique dans lequel on autorise les firmes multinationales à choisir elles-mêmes les contraintes législatives auxquelles elles sont soumises. Parce que la création du bien-être en Occident, la création des classes moyennes en Occident, c'est étroitement lié au moment où, durant le XXe siècle, on a commencé à contrôler la vie des entreprises pour mettre en place des mécanismes légaux obligatoires qui les obligeaient, par exemple, à financer des bons salaires, qui les obligeaient à financer des soins de santé pour tout le monde, qui les obligeaient à respecter des codes sociaux. Eh bien, tous ces garde-fous qu'on avait créés dans certains pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, pour justement empêcher les abus d'un groupe social sur un autre, eh bien, ces garde-fous-là, au niveau européen, ils tombent parce qu'en fait, on dit aux industriels, aux financiers, vous choisissez vous-même les contraintes auxquelles vous êtes soumis, vous avez 28 pays européens dans lesquels vous pouvez aller piocher, et quel que soit le pays où vous alliez, vos produits vous pourront circuler et atteindre 508 millions de consommateurs. Eh bien, je dis finalement que là où la table ronde des industriels européens se proposait d'épouser la petite Europe en disant on va l'emmener au Cap des bonnes affaires et vous allez voir à quel point ça va être merveilleux, moi je dirais plutôt que l'Europe elle a épousé un sale type qui s'appelle Monsieur Dupe et qui nous prend justement dans un marché de dupes où les promesses qu'on nous a faites ne sont pas du tout les logiques qui se mettent en place. Raison pour laquelle on est dans des phases aujourd'hui où on nous dit « Ah, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Ah, mais il faut réformer les marchés du travail. Ah, mais les salariés belges, ils coûtent trop cher. Ah, mais la sécurité sociale, c'est quand même dur à financer, etc. etc. » C'est vraiment lié au fait qu'en 86, on a décidé d'écouter la table ronde des industriels européens. Et je comprends bien pourquoi ils ont proposé ça. Pour créer un marché unique européen qui, dans l'histoire que je raconte, s'appelle Monsieur Dupe. Alors, Monsieur Dupe, je vais encore prendre 5 minutes pour conclure, c'est un monsieur qui a aussi très mal géré les finances du couple. Parce que, quand on voit comment ça s'est passé dans le domaine financier, notamment la création de l'euro, par exemple, on est dans des cadres où les problèmes de démocratie de l'Europe, loin d'avoir été atténués, ont été augmentés. Alors, en quoi est-ce qu'ils ont été augmentés, les problèmes de démocratie de l'Europe? C'est que dans tout pays normalement constitué, quand une banque centrale existe, et qu'un pays, un gouvernement a besoin d'argent, il peut faire tourner la planche à billets. Autrement dit, il peut consulter la banque centrale du pays, leur dire, écoutez, moi je dois financer des dépenses publiques, je voudrais que vous créiez un petit peu de monnaie pour m'aider à le faire. On fait tourner la planche à billets. C'est pas une solution miracle, on ne peut pas créer à foison des tas de billets s'il n'y a pas du concret, des richesses derrière. Mais enfin, c'est une solution qui permet quand même de maîtriser son endettement public et surtout l'argent que ça coûte de financer des déficits publics. Eh bien, quand on a créé la Banque Centrale Européenne avec l'euro, on a inventé une règle complètement stupide et grotesque. Cette règle stupide, ça consiste à dire, désormais, aucun gouvernement national ne pourra y trouver la Banque Centrale Européenne pour lui demander de l'argent. C'est interdit. C'est une pratique strictement interdite. Par contre, toute banque privée qui aurait besoin d'argent peut aller voir la Banque Centrale pour lui emprunter des sous. Et donc ça, concrètement, durant la crise de l'euro et lorsqu'on a jeté le haro sur la Grèce, une banque comme Dexia, par exemple, allait emprunter de l'argent à 1% d'intérêt à la Banque Centrale Européenne et le reprêter à 8 ou 9% à la Grèce. Eh bien, cette politique complètement démentielle, elle est due à la manière dont on a décidé de créer la Banque Centrale Européenne. Autre chose complètement folle quand on a créé la Banque Centrale Européenne, on a dit, une fois que les mandataires à la Banque Centrale Européenne, son président et les principaux décideurs seront placés, bon, ils sont souvent placés par les gouvernements, ça c'est vrai, mais après, plus aucune instance démocratique ne pourra intervenir durant leur mandat. Autrement dit, on va garantir leur indépendance de manière à ce que ces techniciens puissent faire le meilleur travail possible. Bon, le problème, c'est que la politique monétaire, ce n'est pas un travail technique, c'est un travail politique. Il y a des choix qui sont idéologiques derrière. Vous pouvez donner des priorités, par exemple, à essayer de faire diminuer le chômage ou à essayer de faire diminuer l'inflation. Ce n'est pas les mêmes choix politiques. Eh bien, ici, on a dit les gens qui dirigeront la Banque Centrale Européenne, ce seront des gens sur lesquels il n'y aura aucun contrôle démocratique a posteriori durant leur mandat. Parce qu'on veut qu'ils soient indépendants. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande indépendance par rapport au monde démocratique. Par contre, est-ce qu'il y a la même garantie d'indépendance par rapport au monde financier privé? Il suffit de se pencher sur le monsieur qui préside aujourd'hui la Banque Centrale Européenne pour avoir la réponse. Parce que le monsieur en question, il s'appelle Mario Draghi. Et en l'occurrence, Mario Draghi, c'est un ancien haut responsable de la banque Goldman Sachs. Goldman Sachs qui est évidemment connu justement pour recycler ses cadres dans toutes les institutions politiques importantes de manière à avoir un réseau d'alliés un petit peu partout dans le monde. Et enfin, mais last but not least, quand on a créé l'euro,
On a également créé, avec le traité de Maastricht, la libéralisation totale des mouvements de capitaux. Donc on a dit, les mouvements de capitaux en Europe, ils vont pouvoir circuler partout d'un pays à l'autre sans aucune forme de contrôle politique, mais ils vont également pouvoir faire de même partout dans le monde. Donc des investisseurs européens vont pouvoir aller investir partout dans le monde sans aucune forme de filtre politique. C'est une décision qu'on a prise à l'époque du traité de Maastricht, donc au milieu des années 90. Cette politique, on l'a prise à la majorité qualifiée des États. Autrement dit, il y avait une majorité d'États qui étaient d'accord. Mais quand vous lisez le traité de Maastricht, vous vous rendez compte qu'il y a un article qui dit, après la libéralisation des capitaux, si pour une raison quelconque, on voudrait un jour revenir en arrière, et là je mets une parenthèse, par exemple une petite crise financière qui viendrait des États-Unis, on se rend compte que la liberté totale des mouvements de capitaux, ça peut avoir des impacts négatifs. Donc si pour une raison quelconque, on voudrait revenir en arrière, il faudra l'accord de l'unanimité des États membres. Et ça, c'est typiquement la manière dont l'Europe, quand elle prend des décisions, verrouille ses caps politiques. Donc à un moment donné, il va y avoir une majorité politique pour dire libéralisons totalement les mouvements de capitaux. Et en même temps, hop, on invente un petit argument de procédure qui va faire en sorte que le mécanisme il est quasi verrouillé et qui empêche tout retour en arrière. Parce qu'évidemment, avoir l'unanimité des États membres pour légiférer dans une autre direction, c'est extrêmement compliqué. Un seul n'est pas d'accord, tout le projet capote. Alors, on devait avoir le cadre des bonnes affaires, et puis finalement, en 2007 et 2008, on a eu la crise cardiaque. On a eu la crise des subprimes. On a eu cette fameuse crise venue des États-Unis avec les dérives du secteur bancaire. Je ne vais pas ici expliquer en long et en large d'où elle est venue, hein, on se rappelle vaguement, mais j'ai pas le temps. Tout ce que je voudrais en dire, c'est deux choses. Pour moi, cette crise financière, c'est clairement un problème de démocratie. On a laissé le monde bancaire agir à sa guise, inventer des tas de produits spéculatifs, y compris de la spéculation sur les plus pauvres, parce que le crédit subprime, c'était une manière de créer de l'emprunt auprès de gens qui n'avaient pas de sous pour emprunter, et qui donc finalement se sont retrouvés massivement à la rue quand il n'y a plus l'occasion de rembourser quoi que ce soit. Donc on a créé des milliers de sans-abri aux États-Unis. Mais c'est une crise donc qui pour moi tient dans les manques de démocratie économique du secteur bancaire et européen et américain. Raison pour laquelle moi j'ai la crise de la zone euro, c'est une crise, finalement une forme de crise cardiaque, n'est-ce pas Franco, de l'Europe. L'Europe a des mécanismes tellement peu démocratiques dans sa gestion des finances qu'elle en a fait un main phare. Parce que par exemple, à l'époque de la crise des subprimes, on aurait décidé de dire que les pays membres de l'Europe pouvaient directement aller emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, on n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on a connus avec la Grèce dans les journaux, parce que la Grèce, elle était surtout otage des marchés financiers, en fait, à l'époque. Et on aurait simplement réouvert la porte de la Banque Centrale Européenne à la Grèce, quitte à négocier avec elle d'État à État ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. On n'aurait jamais eu toute l'information politique qu'on a eue dans les médias sur les dérives de la Grèce et son incapacité à rembourser ses emprunts financiers. Mais, et ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, il faut se souvenir de l'histoire. Quand les banques tombent en faillite, parce qu'elles sont en faillite, les banques en 2007-2008, elles ont spéculé massivement dans les produits qui leur ont explosé au plein nez, et donc elles sont toutes au bord du dépôt de bilan. Alors quand les infirmières, métier utile s'il en est, vont voir les hommes politiques ou les femmes politiques, souvent on leur dit « Ah mais désolé, il n'y a pas d'argent dans les caisses ». Quand les pompiers vont voir des élus politiques, pour leur dire « Nous on a quand même besoin d'argent et on fait quand même un boulot qui est intéressant, quand il y a un feu quelque part, on sauve des gens et on éteint les incendies », on leur dit « Ah mais désolé, il n'y a pas d'argent dans les caisses ». Quand les banques ont déconné avec de la crise financière en rémunérant des traders à hauteur de millions de dollars et en n'ayant plus un seul franc en poche, et qu'elles sont venues voir les gouvernements du monde entier, on leur a dit pas de problème, on a de l'argent dans la caisse. En même temps, on a évidemment dit à l'opinion publique, bon, on sait bien que c'est pas très moral quand même. On sauve des sales traders, des gens qui ont spéculé massivement du dépôt de bilan, mais on le fait parce que s'ils tombent, vous tombez avec, et donc on veut pas que vous tombiez avec. Ça, c'est un peu l'explication qu'on nous a donnée, les banques sont trop grandes pour mourir. Et dans la foulée, les élus politiques ont ajouté, mais ne vous inquiétez pas, on va, moraliser le capitalisme, et deux, remettre les marchés financiers au pas. J'ai envie de dire que si en Europe on aurait voulu remettre les marchés financiers au pas, les premières décisions politiques à prendre, ça tenait à la façon dont fonctionne la Banque Centrale Européenne. Changer un peu les mécanismes que je vous ai expliqués. Il n'y a rien eu de tout ça. Je vais quand même donner le chiffre qu'on a dépensé, nous Européens, pour sauver les banques de la faillite, et c'est le chiffre officiel de la Commission européenne, c'est 1600 milliards d'euros. Donc dans l'ensemble de l'Union européenne, le coût de la crise financière pour les finances publiques, c'est 1600 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand l'Europe a fait sa crise cardiaque? Elle n'a pas du tout tenu ses promesses.
de redresser le moralisme, enfin la moralité du capitalisme, et de redresser la barre ou de redomestiquer les marchés financiers. Parce que si on s'intéresse de savoir où s'est passée sa convalescence, ben moi j'ai envie de dire qu'elle a été prendre sa convalescence en Allemagne. Parce que le pays qui a donné ton de toutes les politiques post-crise financière, c'est l'Allemagne et Angela Merkel. Avec des discours qui étaient un peu plus clairs. Les marchés financiers ont fait des emprunts aux États que les États doivent absolument rembourser. Et donc on doit mettre en place des mesures politiques pour que les gouvernements remboursent. Deuxièmement, les médecins de l'Europe, à son chevet, ben, j'ai envie de dire qu'ils s'appelaient Standard & Poor's, Fitch et Moody's. Autrement dit, le nom des agences de notation américaines. Parce que c'est elles qui ont commencé à dire « Ah, mais la Grèce, elle est incapable de rembourser ses emprunts. » Donc c'est sur les affirmations de Moody's, Standard & Poor's et Fitch qu'on a commencé à dire « Ah oui, il y a quand même certains gouvernements européens qui exagèrent avec leurs finances publiques. » Je voudrais juste rappeler quand même que ces trois agences de notation, elles sont impliquées dans la crise financière des subprimes. Si elles avaient évalué correctement les produits financiers, la crise des subprimes ne serait jamais arrivée. Mais ça, elles n'ont pas bien fait, on ne leur a pas tapé sur les doigts. Par contre, quand elles ont dit les finances publiques exagèrent, là on les a écoutées religieusement. Et on a mis en place des politiques d'austérité qui sont, cruelles, inhumaines et insensées. J'ai été en Grèce il y a 1 an, j'ai travaillé pendant 5 ans à Bruxelles avec des sans-abri. Donc les sans-abri, je vois un peu le genre de population que c'est. Eh bien, j'ai jamais vu autant de sans-abri qu'à Athènes. J'ai jamais vu de sans-abri qui étaient à la fois jeunes, vieux, certains à la rue depuis longtemps, mais certains à la rue depuis pas du tout longtemps. C'était un résultat concret des politiques européennes d'austérité, où on a mis en place des mesures politiques qui ont été décidées par des gens non élus, en l'occurrence la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le FMI, qui ont imposé de force au gouvernement grec, bon, qui dans l'ensemble était quand même d'accord, toute une série de mesures politiques qu'on peut résumer par une chose, c'est casser un maximum de solidarité publique et de privatiser un maximum de biens de la nation. Et donc ces politiques-là, elles sont aujourd'hui en train de conduire en Grèce à des situations qui sont complètement abracadabrantes. Mais la politique européenne ne s'arrête pas qu'à la Grèce, puisque dans la foulée, on a également mis en place toute une série de mesures dites de gouvernance économique européenne. Alors pour les résumer en 2 mots, ces mesures de gouvernance économique européenne, moi je dis que durant sa convalescence en Allemagne, tandis qu'il était surveillé par ces 3 médecins agences de notation américaines, l'Union européenne a fait connaissance du bon, de la brute et du truand. Alors, souvenez tous du film de Sergio Leone, le bon il est généreux, c'est le fonds d'aide aux États européens. Autrement dit, c'est un mécanisme qui fait que si un État européen ne parvient plus à se financer directement auprès des marchés financiers parce que les marchés financiers exigent trop, il ne pourra pas aller voir la Banque Centrale Européenne, mais on va mettre, nous, pays européens, un fonds commun dans lequel cet État pourra aller puiser. Donc ça, c'est la solidarité européenne, c'est le bon. Mais attention, le bon, il ne vient pas tout seul. Pour pouvoir avoir accès à ce fonds d'aide, vous devez fréquenter également la brute et le truand, c'est obligatoire, par les traités qui ont été signés. Alors la brute, c'est qui? La brute, c'est la Commission européenne. Parce que depuis qu'on a mis en place des mécanismes de gouvernance économique européenne, la Banque Centrale Européenne a un droit de regard sur l'ensemble des politiques nationales. Je vais donner un exemple typique. Dans une démocratie, normalement, le budget d'un gouvernement est décidé par le Parlement. Donc quand le gouvernement présente un budget, il fait son budget, et puis il va le présenter au Parlement, et puis les élus de la nation disent « Ok, on est d'accord, vous pouvez utiliser ce budget-là » ou « On n'est pas d'accord, revoyez votre copie et représentez-nous une nouvelle chose ». Eh bien, avec l'instauration de la gouvernance économique européenne et l'arrivée de la brute, les choses sont différentes. Si le Parlement belge, par exemple, est d'accord avec le budget présenté par le gouvernement belge, eh bien, il faut encore que la Commission européenne donne son accord. Et si la Commission européenne ne donne pas son accord, le gouvernement belge ne peut pas approuver son budget, ou alors il doit s'attendre à avoir des foudres européennes carabinées. La Commission européenne passe également au screening toute une série de politiques, notamment liées aux réformes du marché du travail et toute une série d'autres choses, avec grosso modo un seul repère en tête, c'est est-ce que ça rend le pays concerné plus compétitif ou moins compétitif? C'est le seul critère dominant, j'ai envie de dire. Donc ça c'est la brute. Et vient ensuite le truand. Et le truand, c'est celui qui dit vous avez dépensé trop, vous n'économisez pas l'argent assez vite, autrement dit vous dérapez budgétairement au niveau de finances publiques et donc vous allez faire des économies. Et puis là suit la litanie des propositions, réformer les pensions, mettre des chômeurs plus vite hors du droit au chômage, financer moins la sécurité sociale, privatiser des biens publics, etc. etc. Eh bien, l'arrivée du bon, de la brute et du truand dans la grande famille européenne, ça représente clairement un saut qualitatif dans la mauvaise direction par rapport à l'avènement du marché unique européen.
Parce que quand on a marié l'Europe à M. Dupe en créant le marché unique européen, on a déjà fait un très mauvais choix politique en termes de démocratie. Et puis 20 ans plus tard, alors qu'on constate de plus en plus les effets négatifs de ces politiques sur le niveau de vie des gens, sur la qualité du travail qu'on peut avoir et sur la qualité des contrats de travail qu'on peut obtenir, loin de faire marche arrière, l'Europe, elle s'enfonce dans ses erreurs et elle nous dit, mais les populations humaines qui financent les pouvoirs publics, eh bien, ils vont rendre de plus en plus de compte au secteur financier. Ils vont devoir de plus en plus payer d'impôts et se serrer de plus en plus la ceinture en même temps. Tandis qu'on fait des phénomènes d'évasion fiscale pour les grandes entreprises, tandis qu'on permet à des grands dirigeants de choisir dans quel pays ils vont installer leurs activités et payer leurs impôts, eh bien pendant ce temps-là, nous contribuables, on continue à payer des impôts, mais en échange de ces impôts, on a de moins en moins droit à de bonnes conditions de travail, à de bonnes protections sociales, à des mécanismes d'assurance tels que la sécurité sociale, et également à des formes de services publics élevés. Eh bien, tout ça résulte directement des politiques européennes. Et pour conclure sur les tergiversations et les erreurs des politiques européennes, je dirais que l'Europe qui s'est mariée avec M. Dupe et qui aurait dû au minimum, après la crise financière, lui dire « Eh mon ami, tu déconnes, et maintenant on va remettre un peu les finances du ménage à l'ordre du jour et corriger un peu le tir », eh bien aujourd'hui, son nouveau grand projet, c'est d'épouser les États-Unis d'Amérique en créant un marché transatlantique. Et si vous écoutez le commissaire européen Karel de Gucht, qui est encore pour l'instant commissaire européen au commerce et qui s'occupe des négociations, eh bien son argumentaire sur les bienfaits du marché transatlantique sont exactement mot pour mot les mêmes qu'on nous a vendus en 93. Eh bien moi je vous dis, quand on nous sort la même histoire avec 20 ans d'écart et que ça n'a pas marché il y a 20 ans, il y a quand même intérêt de ne pas avaler les mêmes salades, sinon on peut s'attendre à des lendemains qui déchantent. Voilà, je vous remercie. Effectivement, je pense qu'à travers cet exposé, on a vu à la fois les questions que ça pose, en termes de démocratie, et aussi sans doute la mise en lumière, même si on savait déjà, d'une certaine, même si on peut la considérer comme totalement inadéquate, mais d'une cohérence, voire d'une obstination de choix politiques. Je pense qu'effectivement, même si les lobbies industriels ont poussé il y a bien eu des choix politiques au niveau européen par rapport à ça. Voilà, une petite remarque humoristique. Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un film américain, même si c'est pas des acteurs américains, mais ça a été produit en Europe, donc peut-être qu'il y a la CIA derrière. On va enquêter. Très beau film, très beau film. Voilà, peut-être s'il y a des questions d'abord d'éclaircissement ou des questions de point de vue, vous avez la parole. Au dumping, j'ai jamais très bien compris. Dumping, c'est le fait de pouvoir mettre en concurrence. Donc si je suis multinational, par exemple, si je suis multinational installé en Belgique, je vais faire travailler un Belge, je vais payer le Belge au niveau du salaire belge et financer la sécurité sociale au niveau de la Belgique. Je vais engager un Polonais en Belgique, je vais a priori devoir lui donner le même salaire que le Belge, mais je ne vais pas devoir financer la sécurité sociale en Belgique, je vais devoir financer le système de sécurité sociale en Pologne. Autrement dit, il va me coûter moins cher le Polonais. Eh bien, c'est typiquement ça du dumping. J'ai le choix entre deux conditions salariales différentes, ou deux niveaux d'impôts différents en tant qu'investisseur, et je vais pouvoir choisir le niveau le plus bas. Parce que j'ai le libre choix, justement. Et c'est ça le dumping, c'est la mise en concurrence de deux systèmes sociaux, fiscaux, etc., environnementaux. Oui, monsieur à l'avant, dernier rang, et puis après ce sera vous. Oui. Moi, c'est quand vous parlez d'erreur, je ne suis pas d'accord. Deux. Quand vous parlez d'erreur, je ne suis pas d'accord parce que je pense que c'est tout à fait volontaire. Quand je dis erreur, c'est évidemment dans l'option naïve, évidemment qu'ils savent, en tout cas évidemment qu'ils savent aujourd'hui ce qu'ils font. Maintenant, par exemple, qu'à l'époque de la création du marché unique européen, il y a des gens qui aient pu naïvement croire qu'ils partaient dans la bonne direction, ça je crois aussi. Je pense que l'éventail des comportements humains, il est très large, depuis le cynisme en passant par la naïveté. J'ai plus de mal à croire aujourd'hui que 20 ans plus tard, on n'ait pas tenu compte, enfin qu'on n'ait pas tiré les leçons de la création du marché unique européen pour nous reproduire exactement la même chose. Honnêtement, je dis les gens qui sont là-dedans aujourd'hui, ou soit qui sont vraiment très très naïfs, mais à mon avis, pour la plupart, ils savent très bien ce qu'ils font cyniquement. Maintenant, quand je disais l'Europe s'enfonce dans ses erreurs, on est bien d'accord, c'est dans une option un peu naïve de présentation où je dis l'Europe elle s'enfonce dans ses erreurs dans le sens où on partirait sur l'idée qu'elle est bien intentionnée, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, et donc là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Point de vue sur la Banque Centrale Européenne, en ce moment, en fait, il a un seul cible de garder l'inflation autour de 2%. Ouais. Alors qu'il y a des banques centrales aux États-Unis, la Réserve fédérale et la Banque de l'Angleterre, qui a 3 mandats, c'est le chômage, la stabilité financière et l'inflation.
Est-ce que vous pensez que la Banque centrale devrait changer complètement peut-être son propre mandat, justement, d'inclure des choses comme le chômage, comme la stabilité sociale, financière? Et si, par exemple, quelqu'un comme Mario Draghi n'arrive pas à avoir un taux de chômage en Europe autour de 6%, on va dire, en moyen, il est invité devant le Parlement européen, contesté et finalement peut-être viré s'il n'arrive pas à contrôler ça mieux. Sur la Banque centrale, moi je pense une chose, c'est que l'économie elle est politique. Autrement dit, l'économie c'est pas quelque chose qui appartient aux experts. D'ailleurs, les premiers fondateurs de l'économie au XVIIIe et XIXe siècle, ils se revendiquaient tous de courants idéologiques, que ce soit des courants naturalistes, libéraux, gauchistes, marxistes, mais ils avaient tous des revendications idéologiques dans ce qu'ils faisaient. Et donc moi je pense que l'économie elle est politique. Si elle est politique, je pense qu'elle doit être démocratique. Ça veut dire qu'il faut avoir un contrôle des gens sur ce qui se passe dans l'économie. J'ai envie de dire que c'est typiquement ce qui s'est passé entre le 19e et le 20e siècle. Au 19e siècle, quand un patron n'était pas d'accord avec un employé, le patron était cru sur parole. Quand des employés allaient faire des manifestations en rue, ils étaient chargés par la police. Ça c'était une époque de tyrannie économique. Quand on a créé en France, en Belgique, tout ce qui est sécurité sociale, convention collective de travail, diminution du temps de travail et augmentation des salaires conjugués, on a mis beaucoup de démocratie dans l'économie. Je ne veux pas dire qu'on a fait un système parfait, parce que pour ne prendre que les cas des dictatures dans lesquelles on allait chercher des matières premières, c'était un peu la face sombre de cette démocratie économique. Mais on a amélioré le système. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient, notamment à travers les politiques européennes soutenues par l'ensemble des gouvernements membres de l'Europe, à des formes de tyrannie économique, qui sont peut-être pas toujours aussi affirmées que ce que ça pouvait être au XIXe siècle. C'est parfois très fortement affirmé, comme par exemple en Grèce, quand on prend des mesures, mais qui sont complètement ignobles, quoi. C'est plus subtil quand on dit par exemple qu'on va créer des marchés transatlantiques pour créer plus de richesses, parce que là, la confiscation de la démocratie, elle se passe dans le fait qu'on éloigne peu à peu les pouvoirs de décision du commun des mortels, qu'on met en place dans le pouvoir des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas connus non plus du commun des mortels, et donc où on peut décider finalement entre amis des politiques qu'on met en place, parce que les gens ne savent même pas que ça existe ce comité de décision. Et donc pour répondre à ta question très concrètement sur la Banque Centrale Européenne, je pense qu'elle devrait être réformée. Je pense que ses objectifs stratégiques devraient pouvoir varier en fonction des périodes de l'histoire dans lesquelles on est et en fonction des majorités politiques qui sont élues. Et je pense évidemment qu'aucun élu politique ou qu'aucun mandataire dans des fonctions publiques ne devrait pouvoir se présenter avec un mandat d'attention sans à un moment donné de ce mandat être évalué sur ce qu'il a fait ou pas fait. Voilà. Une autre question, est-ce que l'Europe s'est trompée, etc. Bon, tu as répondu, ça c'est clair qu'après 20 ans, c'est difficile de ne pas avoir ouvert les yeux. Malgré tout, je dirais dans l'exposé, on voit bien le rôle des industriels, on voit bien maintenant à la fin, tu insistes bien sur le rôle de la Troïka, mais il y a toujours des gens pour lesquels on vote, qui sont les parlements, les gouvernements nationaux, le Parlement européen. À part quelques eurosceptiques au niveau européen qui commencent à se manifester, et je ne vois pas très bien pourquoi il n'y aurait pas d'eurosceptiques, ce serait même bizarre qu'il n'y en ait pas, étant donné la situation que tu as décrite. Je pense qu'à la fin, si tu veux, on dédouane un petit peu, tu les laisses un petit peu dans l'ombre, les personnes pour lesquelles on vote aujourd'hui. Parce que finalement, quand on vient aux élections, comme on vient de les avoir, on est reparti comme en 14, on vote pour les mêmes qui ne remettent pas en cause tout ce que tu as dénoncé. Donc je dirais, le seul endroit où on a une prétendue représentation, et ça c'était l'objet de tout le cycle, de s'interroger là-dessus, je dirais, je pense qu'on ne la remet pas ici suffisamment en valeur. L'endroit qui reste pseudo-démocratique, ou un peu démocratique, à la fin il n'est pas dédouané, mais il est laissé un petit peu en arrière-plan. Je pense qu'on doit les mettre complètement en avant-plan. Ils ont les responsabilités, ils l'ont eu, ils l'ont toujours aujourd'hui, en maintenant et en soutenant les politiques qui ont cours et tous les traités que tu as cités, qui sont récents, qui ne datent pas de 1980, qui datent d'il y a quelques années, il y a quelques mois. Je peux dire qu'une chose, c'est que je suis d'accord avec toi. Quand je dis que c'est les gouvernements européens qui prennent toutes les grandes décisions politiques européennes, oui, c'est clairement les élus, en tout cas les élus sur base des élections législatives, qui prennent les grandes décisions stratégiques européennes. Et juste pour donner un petit détail, parce qu'il
il y a un discours que par contre moi je n'aime pas, qui consiste à dire tous les mêmes en termes de politique. Quand on regarde par exemple au Parlement des grands projets qui sont présentés au Parlement européen, il faut savoir que tous les partis politiques élus au Parlement européen ne votent pas de la même façon. Et donc si je dois prendre par exemple le projet de marché transatlantique, qui est celui que je suis le plus près, ben, il y a deux familles politiques aujourd'hui qui votent contre. C'est le groupe de la GUE, donc la gauche radicale, et c'est le groupe des Verts, des écologistes. Voilà. Et alors pour dire un dernier mot sur pourquoi ne pas être anti-européen, François Ruffin, journaliste français, utilise une jolie expression, il dit « faut-il faire sauter Bruxelles ?» Alors moi je dis tout dépend de l'explosif. Si c'est pour mettre un explosif nationaliste facho, ben non, il ne faut pas faire sauter Bruxelles. Par contre, c'est vrai que continuer avec une logique européenne qui consiste à dire tant que 28 pays européens ne sont pas d'accord, par exemple pour harmoniser la législation fiscale au niveau européen et donc mettre fin aux situations de dumping fiscal, ben je m'excuse, si on n'a pas l'accord de 28 pays européens, le jour où 1, 2, 3, 4, 5 parties sont d'accord de partir, enfin 5 pays sont d'accord de partir dans cette direction-là, à partir du moment où on a un minimum d'États qui sont partisans d'aller dans une bonne direction, il ne faudrait surtout pas gêner pour y aller. Parce que c'est déjà tellement difficile à renverser dans un pays les majorités politiques conservatrices qui sont au pouvoir. Alors si on attend qu'elles soient renversées dans toute l'Europe, je crois qu'on sera mort. Oui. Oui, une question là-dessus, justement pour rebondir sur cette idée-là. Et si on ne remboursait pas la dette, cette dette qui s'accumule sans arrêt avec l'effet de boule de neige, si on décidait de ne pas payer la dette, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Est-ce qu'on pourrait d'abord le faire? Et qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Alors déjà, est-ce qu'on pourrait le faire? Oui, dans l'histoire, il y a des tas de fois où des gouvernements n'ont pas payé leurs dettes. Donc est-ce que c'est faisable? Oui. Alors à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Ben, tu devrais t'attendre à des mécanismes de représailles divers. Mais j'ai envie de dire, tout dépend un peu de l'état de conscience de la population aussi. Si la population est consciente des enjeux qui sont derrière, ça peut très bien se passer. Et pour venir concrètement sur le problème de la dette, nous au CEPAC, on a avec le CDTM depuis 2 ans lancé une campagne qui s'appelle « Faisons un audit sur la dette ». Donc l'idée c'est de dire, dans la dette publique belge, il y a une partie de la dette qu'on va peut-être pouvoir rembourser parce qu'elle est légitime, et puis il y a une partie de la dette qui n'est pas légitime. Alors qu'est-ce qu'il y a comme partie de la dette qui n'est pas légitime? Ben, je ne sais pas, si on doit de la dette publique à des gens qui ont fraudé massivement le fixe et fait de l'évasion fiscale, ben on ne va pas à la fois leur rembourser des emprunts sur la dette publique belge, c'est stupide quoi. Et donc l'idée de faire un audit, c'est justement de séparer la partie de la dette qu'on estime légitime de la partie qui n'est pas légitime. Pour donner un autre exemple à l'échelle de la planète, et ça en rajoute une petite couche sur les politiques américaines clandestines, il y a un monsieur qui a fait le boulot d'assassin financier pendant des années. Il s'appelle Richard Perkins, si j'ai bonne mémoire, et il a écrit un jour ses mémoires. Et son boulot à lui, dans les années 70, il travaillait pour le gouvernement des États-Unis, même si la fondation qu'il avait engagée n'avait évidemment aucun rapport avec le gouvernement des États-Unis. Eh bien, son boulot, ça consistait à aller convaincre massivement des pays du tiers-monde et des familles dirigeantes de pays du tiers-monde à s'endetter, mais de façon prodigieuse. Prodigieuse, ça veut dire en étant incapable de rembourser la dette après. L'objectif, c'était quoi? Eh bien, c'était alors évidemment de donner des pots de vin, etc. aux familles dirigeantes qui, elles, s'en sortaient très bien. Mais si elles acceptaient d'endetter fortement leur pays, l'objectif derrière les États-Unis, c'était d'avoir justement un contrôle politique de ces démocraties pour pouvoir dire ben, vous êtes incapable de rembourser votre dette, nous on va bien faire un geste, mais en échange vous faites des gestes. Et les gestes en l'occurrence c'était petite base américaine sur votre territoire ou éventuellement un accès privilégié à vos matières premières. Donc tout ça pour dire quoi? Que la dette c'est un outil politique et que de nouveau comme c'est politique ça doit pouvoir être l'objet d'un débat démocratique. Et quand vous avez l'argument qui consiste à dire qu'il faut rembourser la dette au marché financier parce qu'on l'a contracté, et que vous ne mettez pas dans la balance l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, ou que vous ne mettez pas dans la balance tout ce qui concerne les pratiques de manipulation bancaire qui existent à travers le monde entier, bah, vous acceptez de rentrer dans un jeu de dupes et ça c'est pas équitable. Enfin voilà, donc oui, il faut faire un audit sur la dette, et non, il ne faut pas rembourser toute la dette. Enfin, ça c'est mon positionnement. Oui, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Oui. C'est exactement là-dessus. C'est pour la suite. Est-ce que vous avez des exemples de pays qui l'ont fait concrètement pour faire un audit, une restructuration de la dette, comme dit, et en gros sur quoi ils ont coupé, quel montant, et puis comment ça s'est passé? Alors c'est là que je regrette de ne pas avoir mon collègue Olivier Bonfond avec moi, qui est spécialiste au CEPAC des problèmes de dette, et qui suit ça de très très près. Mais il y a déjà eu des cas, oui, alors je vais pas pouvoir te donner un exemple concret, mais il y a eu des cas de pays, oui, il y a eu des tas de pays qui ont à un moment donné dit on ne rembourse plus les créanciers parce qu'on n'est plus capable. En général, ce qui s'est passé, c'est que les créanciers se sont réunis et se sont dit bon, on va plutôt négocier plutôt que de perdre tout le pactole. Donc souvent, ce qui s'est passé, en fait, les créanciers dans ces cas-là, ils vont négocier en disant plutôt que de perdre tout le pactole, on va les négocier. Je voudrais quand même aussi rappeler que les enjeux du remboursement de la dette
Si je prends les pays d'Afrique, souvent ces gens-là ont déjà remboursé 4 fois le montant de leur emprunt initial en taux d'intérêt. Donc il faut quand même se souvenir aussi de quoi on parle. Et alors, dernier exemple que j'avais en tête, mais il m'est sorti de la tête, donc c'est pas grave, je ne... L'Argentine, Oui, alors oui, il y avait l'Équateur. L'Équateur, il a fait une chose qui était superbe. À un moment donné, il a fait des annonces comme quoi il ne rembourserait pas sa dette. Sur les marchés de prêts interbancaires, etc., les titres de la dette équatorienne se sont effondrés parce qu'il y avait la menace. Et là-dessus, le gouvernement d'Équateur était très malin, il a racheté tout à bas prix. Là, il a été finot, lui, parce qu'il a joué un peu avec les ficelles des marchés pour faire les choses. Et puis ils ont commandé un audit de la dette aussi, Ouais. qui a été notamment, auquel a notamment participé Eric Toussaint du CADDM, et qui ont identifié des dettes odieuses et des dettes illégitimes, et qui ont donc fait en sorte que c'est Sur toutes ces questions-là, moi j'ai envie de te renvoyer justement au site et aux travaux du CADTM, donc le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui est une ONG belge, qui depuis des décennies maintenant travaille sur cette problématique-là. Alors ils ont commencé à travailler sur cette problématique-là par rapport à l'endettement des pays dits du Sud. Aujourd'hui, ils y travaillent au niveau de la planète entière. CEPAC, Centre d'éducation populaire André Genot. Donc c'est le centre de formation de la FGTB Wallonne, si tu veux. Oui. Il y avait juste une question sur la Grande-Bretagne. Il me semble qu'elle n'est pas soumise aux règles de la BCE. Ben oui, parce que la Grande-Bretagne... Elle peut monétiser la dette. La Grande-Bretagne n'a pas adhéré à l'euro. Et donc ça c'est aussi un truc à dire. Oui, mais bien sûr, parce que la banque, en fait, la banque, donc l'Union européenne c'est un peu compliqué parce qu'il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne mais qui ne sont pas membres de la zone euro. Et c'est typiquement le cas de la Grande-Bretagne. Cela dit, c'est intéressant ta remarque parce que ça prouve une chose, en tout cas pour les États qui sont déjà membres de l'Europe, c'est que souvent, et c'était le cas avec le traité d'austérité qui a été imposé en Belgique, on se dit souvent, on n'a pas le choix, c'était décidé au niveau européen, donc il faut bien s'embarquer là-dedans. Eh bien, si je prends le traité d'austérité, qui est aussi un peu lié à la zone euro, la Grande-Bretagne ne l'a pas ratifié non plus. Alors pas parce que la Grande-Bretagne est un pays magnifiquement progressiste et qui veut développer des politiques publiques dithyrambiques pour les plus pauvres de ses citoyens, loin de là, mais tout simplement parce que la Grande-Bretagne a à la fois un long passé de puissance impériale, et donc si on était aujourd'hui fin du 19e siècle, on ne parlerait pas du dollar mais de la livre sterling, ce serait la première monnaie du monde. Il y a donc ce passé glorieux de la Grande-Bretagne qui l'a un peu poussé à ne pas rentrer dans la zone euro. Et le deuxième grand aspect qui ne l'a pas poussé à rentrer dans la zone euro, c'est évidemment que le cœur financier de Londres, donc la City londonienne, c'est un paradis fiscal et des pratiques plus occultes les uns que les autres, et la Grande-Bretagne aime bien garder ça chez elle, et n'a pas du tout envie que les autres pays européens aient jeté le moindre coup d'œil là-dedans. Quand j'entends dire que ça c'est catastrophe que la Grande-Bretagne parle, Voilà. je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais toujours est-il que le cas de la Grande-Bretagne prouve bien une chose, c'est que quand il y a même des grands traités européens, un pays est toujours libre de dire à un moment donné, moi je n'accepte pas cette logique-là et je fais un pas de côté. Alors c'est pas vrai quand on adhère à l'Europe. Hein. Si aujourd'hui vous êtes un pays qui adhère à l'Europe, vous êtes obligé de prendre le package complet. Ça c'est obligatoire et impératif. Vous avez une période de transition, mais vous prenez le package complet. Mais quand vous êtes membre de l'Europe et qu'il y a des grands traités qui se signent, il y a des moments où vous pouvez faire un pas de côté, il y a des tas de pays qui l'ont fait sur des projets précis. Mais l'Europe ou la zone euro? Parce que ça c'est la zone euro. L'Europe, les deux. Donc Les par rapport deux, au traité, les deux. c'est par rapport à l'Europe. Les deux. Si on avait voulu en Belgique ne pas ratifier, ou en France, hein, je sais que t'es français, le traité d'austérité budgétaire, on aurait pu le faire. Mais François Hollande disait durant sa campagne électorale, mon plus grand ennemi c'est la finance. Et sitôt élu disait, ah ben tiens, je vais signer le traité d'austérité budgétaire parce que les Français exagèrent quand même avec leurs finances publiques. Voilà. Je pense que la réponse tient dans les réseaux qui tournent autour de François Hollande et du Parti Socialiste en France, de l'UMP et consorts. On s'entend bien. Encore une question, une réaction? J'ai vu qu'il y avait sur Ça, internet, c'est une ils ont- conclusion. Oui. la commission elle s'est fait un peu taper sur les doigts pour le traité transatlantique. Il me semble qu'ils ont lancé une procédure publique. Ouais. Et j'ai essayé de voir, mais j'ai rien compris. Quoi. Alors tu auras aussi droit à tes 20 €, même 40. Il y a 50 cases, c'est incompréhensible avec les questions. Alors, c'est... Voilà, c'est ça que je voulais Voilà, savoir eh aussi. ben, donc voilà. Copier-coller. Un mot là-dessus pour conclure. Ouais. Parce que je connais pas le site. Ben, écoute, je vais te renseigner. Donc, le CEPAC, où je travaille, on a créé en 2011 un site qui s'appelle notransat.be. Je te donnerai l'adresse email après, qui est un site d'opposition au marché transatlantique. Quand on a su que l'Europe lançait une consultation publique sur un aspect du marché transatlantique, c'est pas sur l'ensemble du marché, c'est sur l'idée d'autoriser les multinationales à déposer plainte contre les États devant des tribunaux d'arbitrage internationaux qui fonctionnent donc en dehors du droit national.
L'idée, c'est d'autoriser les multinationales à déposer plainte pour avoir droit à des dommages et intérêts financiers. Donc elles ne payent pas d'impôts, mais elles ont droit à des dommages et intérêts financiers. Merci beaucoup. La Commission européenne a lancé une procédure publique là-dessus. En 2 mots, c'est très retors la façon dont la Commission européenne a fait son questionnaire, parce que le questionnaire est incompréhensible pour le commun des mortels. Chaque question est précédée d'1,5 page d'explications techniques imbuvables. Mais surtout, alors que ce type de tribunal n'existe pas partout dans le monde, je sais bien que je dois conclure, la Commission européenne part de l'idée que ça existe partout dans le monde, en tout cas dans toute l'Europe, et elle dit, là où ça existe, ça ne fonctionne pas bien, nous proposons d'améliorer ceci, qu'en pensez-vous? Et donc, elle vous suggère à chaque fois de dire, mais très bonne amélioration de la Commission européenne, bravo. Et en fait, le but, c'est évidemment de l'implanter partout. Et donc, nous, face à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des... On n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais des questions-réponses toutes prêtes. Parce que malheureusement, on ne sait pas proposer autre chose aux gens. Et donc, sur le site No Transat, dont je vais te donner les coordonnées après, tu peux aller voir à la fois la consultation publique de la Commission européenne, les questions-réponses qu'on propose et faire du copier-coller. C'est super important de le faire, parce que quand la Commission européenne fait des consultations publiques, et je peux vous le dire sur ce sujet-là, nous en 2012, elle en a fait 3, la plateforme No Transat a répondu aux 3, et bien dans tous les rapports de la Commission européenne qui résumaient les contributions, il n'y a pas une virgule qui est consacrée à nos arguments. Et donc ici, on a des milliers de citoyens qui ont été répondre, et on espère qu'il y en a encore des milliers qui vont le faire d'ici le 6 juillet, parce que si la Commission européenne est inondée de réponses en belge, enfin en français, en néerlandais, en portugais, en allemand, en grec, etc., et c'est traduit dans beaucoup de langues de l'Union européenne par des bénévoles, eh bien on espère bien sur ce côté-là se faire entendre et lui dire une chose, c'est que ces méga projets à la con, ça ne passera plus. Voilà. Je voulais encore ajouter un tout petit mot juste pour vous dire que je n'avais rien dit de 2 choses, mais qui sont importantes, c'est les politiques sanitaires et environnementales. Je ne les ai pas placées dans l'exposé ici, mais je voulais quand même dire un mot. C'est qu'on a une époque où il y a un réchauffement climatique sur cette petite planète Terre, que ce réchauffement climatique il est particulièrement inquiétant, et que si c'est inquiétant à très court terme. Parce que si demain on détruit la sécurité sociale, après-demain on a une majorité politique pour la reconstruire, et bien ça se reconstruit. Mais si aujourd'hui on détruit les écosystèmes, l'histoire terrestre nous apprend une chose, c'est que quand les écosystèmes partent en vrille, on peut avoir des disparitions massives d'espèces, autrement dit 70 à 80% des vivants de la planète qui sont rayés de la carte des vivants. C'est une preuve historique qui s'est déjà produite 4 à 5 fois durant la vie terrestre, mais surtout quand les écosystèmes partent en vrille, ça dure des millions d'années avant qu'ils reviennent à des conditions initiales. Et donc, j'ai rien dit des politiques environnementales et des menaces qui nous pèsent là-dessus, mais s'il y a bien un enjeu qui est crucial dans tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui en termes de rétablir de la démocratie et des choix politiques plus justes, eh bien, la nature et le fait de cesser ou de ralentir ce réchauffement climatique est certainement une des priorités absolues. Voilà, on va conclure aujourd'hui, donc ça termine le cycle de celui-ci sur la démocratie. Alors, les activités d'Attaque Bruxelles 2 continueront à partir de la rentrée de septembre. On aura un nouveau programme, un nouveau cycle de formation, et on continuera aussi les actus Attaque. Vous serez informés des thématiques à la fois sur notre site, sur la page.